là là là, oh là 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 là. Bonjour et bienvenue sur le plateau du JDH Collector historique. Parce que bon, je vais vous parler un petit peu, c'est pas forcément l'émission la plus facile à animer pour moi, parce que vous savez certainement que le stream va s'arrêter le 31 mai au soir, ce qui est un mercredi. C'est la cruauté du destin, parce que nous sommes un jeudi, ça signifie qu'on ne peut pas vous donner rendez-vous la semaine prochaine sur le stream, parce que voilà, donc c'est la dernière du JDH sur le stream. J'ai bien dit sur le stream. Je vous demande de bien entendre mes propos. C'est pas forcément la dernière du JDH ou de équivalent au JDH avec les bipèdes que je vais vous présenter. Mais en tous les cas, ici, sous la bannière du stream qui nous a abrités pendant des années, avec lesquels on a tous été extrêmement heureux et fiers et tout, et plein d'amour et autres, là, on ne pourra pas aller plus loin. C'est le sort, il y a le Titanic, l'iceberg, le capitaine, le chef d'orchestre, tout ça. Il y a tout ça qui fait que voilà, l'émotion est intense. Je suis en même temps très heureux d'être ici et d'ouvrir l'antenne sur le dernier jeudi du stream, parce qu'il n'y en aura pas d'autres. Donc il faut qu'on voit tout ça avec beaucoup de philosophie, beaucoup de patience et beaucoup de reconnaissance, surtout envers les équipes. On verra ça tout à l'heure, justement, pendant que Reza arrive maintenant. Vous allez donc à nouveau voir une partie des gens qui accompagnent le JDH depuis tant d'années, à commencer par Otaxu, qui ne fait pas tant d'années, mais qui est là et qu'on aime bien, le petit Otaxu. Bah écoute, figure-toi que j'ai regardé un petit peu les statistiques et j'ai été si proche d'être à la centaine d'émissions faites sur le stream. Je suis deg du coup. Je suis si deg. Mais je suis quand même plus que heureux d'avoir fait partie de cette belle aventure avec vous tous, mes amis. Et évidemment, ce n'est que la fin du début de la fin. Mais t'en sais quelque chose. N'oublions pas qu'il a une chaîne YouTube. Je veux dire, c'est difficile de ne pas le savoir. Que déjà, il faut quand même savoir que les gens qui sont ici ont heureusement pour certains une carrière en dehors, mais ça reste. Je veux parler un peu beaucoup comme dans cette émission. Ça reste quand même un endroit qui est exceptionnel, le stream, parce que c'est un endroit où on se retrouvait. C'est-à-dire que l'idée, c'est que le truc, c'est qu'il va y avoir peut-être une petite dispersion. Maintenant, on va essayer de tous rester soudés parce qu'on s'aime et parce qu'on se voit en dehors du stream, parce qu'on est tous sur des médias en plus qui sont fraternels. Donc c'est très important de savoir que les gens que vous voyez sur le stream, c'est pas que vous les verrez plus, mais vous les verrez pas sur ce paquebot-là. Vous verrez qu'il va se passer des choses et on va essayer de se retrouver le plus souvent possible, parce que c'est ça qui est important pour vous, parce que tu es habitué à nous voir et c'est comme quand on a des potes, on aime bien les retrouver de temps en temps à table autour, voilà, c'est tout. Comment ça va, mon petit Reza ? Je suis triste. Mais toi, on va te retrouver ailleurs aussi. Ouais, mais je suis triste déjà parce que je suis arrivé en retard, ce qui m'arrive très rarement. Mais par rapport au fait qu'on s'arrête, que tu viennes en retard, c'est pas grave. Oh mon Dieu. Mais ouais, du coup, c'est la fin. C'est la fin, malheureusement. Ah non, faut pas. C'est la fin. C'est la fin avant le début. Exactement, c'est la fin. C'est le stream, mais comme moi j'aime bien dire sur ma chaîne perso, c'est une page qui se ferme et une autre qui s'ouvre. Oui. Donc c'est à nous, dans notre métier, de savoir rebondir et de partir sur autre chose ou rester dans cette continuité, mais de manière différente. Comme tu le disais, Otaxu, sa chaîne YouTube, je regarde ses vidéos YouTube sur mon stream pendant que je live. Donc voilà, c'est bien aussi, tu vois. Donc, c'est ce que je pense. Au final, c'est pas grave en soi. Moi, comme j'ai déjà dit, tant que derrière on arrive à faire ce qu'on aime, si t'es bon dans quelque chose, tu peux être bon ailleurs. Et on se retrouve. L'important, c'est l'interaction. Les gens qui sont ici se connaissent tous, parce que peut-être que de l'extérieur, vous vous rendez peut-être pas compte quand les gens sont en plateau et se tapent comme ça dans le dos, se disent des gros mots et autres. Mais attention, c'est pas du pipeau. C'est que dans la vie, ils sont comme ça. C'est-à-dire qu'ils se voient à l'extérieur. Ils sont. On en parlait. Le Captain Web, j'étais avec lui le week-end dernier. Tu vois. On est vraiment une bande de potes. C'est-à-dire qu'on va se retrouver parce qu'on se connaît tous et qu'on va se faire des Twitch ensemble, des soirs ensemble, des trucs ensemble, et on va surtout s'arranger pour que cette chose-là vive l'année prochaine. On va essayer de faire en sorte que les choses ne disparaissent pas vraiment. Amandine, c'est un plaisir de t'avoir ici. Oui. Toi, Je suis également très triste. Mais toi, t'es arrivée parmi les dernières, Oui. donc c'est... Alors moi, pour le coup, je suis pas à 100 émissions, ça c'est sûr, mais ce fut court mais intense, et j'ai beaucoup aimé partager ce petit laps de l'année avec vous. Mais ça va continuer. Oui. Et donc, toi, on te retrouve sur le journal du Geek. Oui, toujours. Donc, toujours, le journal du Geek et puis plein d'autres projets perso qui arrivent aussi. Ben voilà. On est tous là pour vous, pour donner de l'amour et de l'entertainment. Monsieur Captain Web. Mais oui, mais écoute, ça va bien, parce que je suis sûr qu'il y a plein de choses fantastiques qui nous attendent avec le journal du hardware et plein d'eux à côté. Yes. Voilà, donc nous, on a passé un week-end sympa, comme tu le disais. Bah oui. On va en parler tout à l'heure. Ouais. Et on a plein de sujets pour cette dernière émission, et ça, c'est cool aussi, parce que ça s'arrête pas.
Bah oui, parce qu'il y aura les replays derrière. Ça sera donc une émission qui restera comme historique, puisque c'est la dernière sous cette bannière, dans tous les cas, du stream à qui on doit tous beaucoup. D'abord, s'être retrouvés et de pouvoir travailler ensemble et de bien s'entendre et se prendre la gueule dans les couloirs, parce qu'il y a que des rires dans les couloirs. Voilà. Voilà. Et merci la régie, parce que je crois que j'ai oublié, c'est parce que je n'ai pas encore parlé de Chloé et tout le monde, donc ils sont là en train de m'envoyer des jingles pour dire maintenant il faut faire quelque chose. Donc on a fait une petite intro comme ça dans l'émotion, parce que c'est normal, parce que c'est un truc, nous sommes des êtres humains, nous sommes des voilà. C'était un test, on me dit, c'était un test. Voilà. Le prochain test, ça s'en est fait d'envoyer le petit jingle pour l'actu de la semaine. C'est parti, restez bien avec nous. Il y a une surprise après, il y a une surprise tout à l'heure dans l'émission, parce qu'on ne va pas vous laisser partir comme ça. Il faut également qu'on vous fasse des petites surprises intéressantes. Vous verrez, c'est très intéressant. Voilà. Allez, c'est parti, allez la régie. Nous avons des choses à vous dire, monsieur Captain Web. Mais oui, tout à fait, puisque le week-end de l'Ascension, nous sommes partis à Genève pour aller, on était invités pour assister au plus grand spectacle de drone en Europe. Je suis dans la jalousie la plus Bah ouais. totale, Voilà. clairement. Personne donc- nous a prévenus. Nous avons fait ce que nous savons faire le mieux. Pépé prépare un super reportage. Oh. Et avec mon équipe, on a tapé dans le buffet pendant 4 heures. C'est une différence de traitement d'image. Voilà, exactement. Il y a eu un podcast, l'apéro. Il y a eu un podcast Voilà. qui était un peu honteux, mais effectivement, il y a eu un podcast qui sera posté d'ici 6 mois, parce que je suis un peu en retard sur la publication. Mais on a eu l'occasion de voir les coulisses de ce spectacle, et je ne sais pas ce que tu en penses, Pépé, mais voir ça, c'était assez incroyable. Bah oui, parce que j'en ai vu des spectacles de drones, mais je me suis dit, voilà, ça passe en même temps, parce qu'on a, pour commencer, le time-lapse, donc on installe 1400 drones. Rien que ça. Il y a des drones qui sont de petite taille et il y a des gros porteurs pour un spectacle qui est à la fois un spectacle d'image et de pyrotechnie. Donc vous allez voir comment ça se passe. C'est très intéressant. Tu peux commenter un petit peu si tu le souhaites. Oui, tout à fait. Alors donc on est arrivé en fait pour les répétitions qui étaient le mercredi, qui finalement il n'y a pas eu un vol de drone des 1300 drones tout simplement parce que la météo était Le absolument temps atroce. était abominable. Voilà, Ouais, ça a exactement. l'air déjà. Ouais. Ouais. Mais effectivement, 1350 drones Ouais. lumière, donc c'est des drones qui font le spectacle. Mais à côté de ça, il y avait une vingtaine d'autres drones, des gros porteurs qui servaient à envoyer des feux d'artifice. On a vu les feux d'artifice donc Ça, c'est dans la vendredi. vidéo. Il y a un mélange des et deux dans la samedi. vidéo. Voilà. Et puis surtout, on a pu voir la préparation parce que en fait, les drones. Regardez. Là, Voilà. là, il décolle. Regardez ce qu'il Ouais, faut faire. on va. Hop, C'est regardez. trop bien. Dans 3 secondes, ça va apparaître. Vous allez voir un truc de folie. Parce qu'ils ont décollé, donc j'ai ralenti l'image à ce moment-là. Ça y est. Et il Voilà. s'allume progressivement. Voilà. C'est quand même c'est trop hallucinant. stylé. C'est un bateau Ah, qui s'appelle c'est la trop stylé. Neptune, qui est un bateau emblématique de Genève Ouais. et qui se retrouve comme ça, créé par les drones, donc l'essaim de drones, c'est-à-dire les premiers. Donc ils décollent en 3 phases, d'après ce que j'ai vu, il y en a 1, 2, 3, ils se rassemblent et ils créent ça. Vous allez voir d'autres images parce que eux, ils ont filmé avec un drone les drones, donc Oui. les images qui suivent, parce que c'est un mélange de tout que je vous ai mis là, qui est les prémices de la vidéo, donc qui fait 160 gigas que je suis en train de terminer. Regardez, après ils se reposent, ils se refont un check. Au sol, regardez le truc de ouf, quoi, quand même. Déjà, tu te dis, c'est pas possible. Ils ont fini le show et regardez les gros porteurs, c'est ceux qui reviennent, qui sont en haut. Mais vous allez voir les images filmées par le drone, par les drones au-dessus des drones. Si Là, je comprends bien, si tu shootes le gros porteur, ça te fait plus de points que les petits. voilà, Bien ce qui me semblait. tu as 20 gros porteurs et voilà, là après, ils les éteignent. Alors, voici la vue, la vue aérienne du truc. Magnifique. C'est quand même... trop C'est cool. Joli d'en haut. impressionnant. Regarde, le truc, le bateau, ça c'est le vrai, donc c'est la Neptune. Et les drones reprennent ce qu'est la Neptune. Donc on voit arriver dans la baie, voilà. Ça a tombé par terre. C'est-à-dire que les gens voient le vrai bateau et l'autre dessiné avec les drones qui se pointent et qui se confrontent. J'ai une question. Comment est-ce qu'ils ont fait pour synchroniser tous ces drones? Ils ont tous un plan de vol qui prend en compte qu'ils doivent être à 1,50 m de différence. C'est codé du coup. Ouais. Ouais, c'est codé. Ok. Bah, Et tu c'est pour charges. ça que tu peux faire Tu un les spectacle. charges sinon c'est tous mort. et ils sont au sol, ils ne sont pas chargés. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas leur batterie, ils n'ont pas le plan de vol. On les charge tous par rapport à leur position. Mhm. Ils ont 1400 points de vol. Et dans le vol, ils sont programmés pour toi, t'es là, toi, t'es là, toi, t'es là, toi, t'es là, toi, t'es là. Donc les 1400 sont programmés. Et c'est Magnifique. 3 phases de vol. Et le truc, c'est bon, il y a le fameux jet d'eau de Genève qui était de toutes les couleurs. Et regardez un peu ce que font les drones, quoi. Et après, j'ai mis la pyrotechnie, justement. Et la stabilité des drones est impressionnante parce qu'il y avait quand même beaucoup de vent. Ouais. Donc le mercredi quand on est arrivé, mais le jeudi aussi, il y avait quand même du vent. Ils ont décollé malgré tout. Et en fait, quand tu regardes le spectacle, tu vois pas du tout. Les drones ne sont pas impactés parce qu'en permanence, ils corrigent. Et en fait, le vrai souci qu'il y a sur un spectacle de drone comme ça, c'est les batteries, c'est l'autonomie. Parce qu'en Ouais. fait, ils ont 30 minutes de batterie et pas une de plus. C'est-à-dire qu'en gros, s'ils sont parvenus au port au bout de 30 minutes, c'est fini. Donc ils ont 5 minutes à peu près de marge. Le battement. Le problème, c'est que plus il y a du vent, Pyrotechnie. plus ils sont obligés effectivement de s'équilibrer, Utiliser plus ils gyro, utilisent de batterie. accélérateur. Donc il y a quand même, je
pense que tu vas être d'accord avec moi, Pépé, il y a quand même beaucoup de stress dans les équipes Tu m'étonnes. quand ils appuient sur le bouton, parce qu'une fois qu'ils ont lancé, ils ont Ils ne quasiment peuvent plus de contrôle plus dessus. intervenir. Voilà. Ils ont le plan de vol. RIP. Et il faut des gros porteurs parce qu'au moment où on va tirer la pyrotechnie, il ne faut pas que le drone soit poussé par le départ de la pyrotechnie. Et C'est-à-dire puis que le recul. on peut voir par la pyro qu'il y a justement Voilà. beaucoup de vent, effectivement. Quoi. Ça, c'est la pyrotechnie avec les gros porteurs. Et c'est. Nous, on a vécu une expérience de fou parce qu'ils nous ont accepté parce que c'était, entre guillemets, prévu qu'il y ait un reportage. Mais je pense qu'ils étaient quand même stressés. Oui. Et puis c'est le groupe F, donc le groupe F, on peut en parler un peu. Le groupe F, c'est un groupe français qui est le plus gros, un des plus gros au monde, groupe qui fait de la pyrotechnie, et c'est eux qui organisent souvent la Tour Eiffel, les Jeux Olympiques. Donc c'est vraiment un énorme groupe. Et là, c'était un peu, alors, pas un peu une première fois. Ils font les spectacles de drones, mais surtout, je crois, au Moyen-Orient et en Asie, si je me Ils trompe en ont pas. fait, ouais, tout à fait. Voilà, exactement. Mais là, en Europe, cette taille-là, c'était un peu une première, et il y avait des nouvelles technologies qui étaient employées, donc on ne peut pas trop parler parce qu'ils ont un peu du secret industriel quand même. Ouais. Et super spectacle, et voir les coulisses, j'ai hâte de voir ta vidéo. Parce que, La vidéo sera démonstrative. Petite question pour vous du chat de Mousse Régal. Oui. Ça fait un bruit particulier, cette nuée de drones? Non. Alors, Au décollage, oui. Parce qu'une fois qu'ils sont en l'air, ils sont trop loin pour être entendus, j'imagine. En fait, non là, les centres drones étaient au-dessus du lac. Donc, en fait, nous, le deuxième soir, on était de l'autre côté du lac et on entend légèrement, parce que c'est vrai, voilà, c'est ça. Mais c'est quand même très léger. C'est pas comme si tu avais un hélicoptère qui te passait au-dessus. Hein. C'est vraiment. Voilà. Et le truc, c'est qu'ils avaient dit que le premier soir, si ça dépassait 17 mètres secondes à 500 mètres, parce qu'en effet, il y a un record de hauteur aussi. Parce que les drones, les gros porteurs sont montés à 500 mètres, ce qui est rarissime, mais normalement, c'est pas possible. C'est-à-dire qu'on essaie de les garder tous à 150 mètres ou 200 mètres au-dessus de la mer, 500 mètres les gros porteurs pour balancer la pyrotechnie. Et là, ils ont dit, ça, ils l'avaient jamais fait. Parce que dans l'interview, ils avaient dit ça, on l'avait jamais fait. Et je crois que c'est une première mondiale, parce qu'ils ont travaillé sur des shows en Chine, puisque en Chine, ils ont beaucoup de shows de drones. C'est pas le plus gros nombre de drones. Ils ont eu jusqu'à 2200 drones en même temps pour créer des figures, mais la hauteur, ils n'étaient pas sûrs. D'où le vent en hauteur. Et d'où la fermeture de l'aéroport qui était fermée spécialement fermé pour le l'aéroport. spectacle pendant 30 Oui, minutes. c'est ce que j'allais demander, parce que selon la hauteur, après, tu as Parce tu que envahis l'aéroport- l'espace aérien. Quoi. L'aéroport à Genève est pas loin. Donc, en fait, ils avaient effectivement une autorisation de fermer l'espace aérien pendant une Un laps de demi-heure. temps. Voilà. S'ils rataient c'est-à-dire le couloir, ils faisaient C'est pas chaud terminé, parce ouais. que ça redécollait. Quoi. Trop Donc inquiet. c'était une expérience absolument dingue. On les félicite parce Oui, que ça. bravo à vous, bravo, merci beaucoup à Cédric qui nous a invités Ouais. donc, et qui nous a permis d'assister à ça et de profiter du buffet. Merci à toi. C'est important quand même à Les préciser. buffets, Le buffet avait l'air bon, hein. Ça fait 2 fois Ah ouais, que t'en écoute, parles. Le buffet était incroyable. Et puis, excellent catering. voilà. Je veux te dire, c'était. oui, à VSK le catering en plus, Mais matin. le catering en même temps, midi et soir. et tout, parce qu'il fallait bien détendre les équipes. Il faut comprendre, les gens sont super stressés. Il y avait beaucoup Il de faut à un stress. moment donné qu'ils se mettent sur une table, qu'on leur offre un peu à manger pour qu'ils déstressent un peu, parce qu'ils ont vraiment bien mangé Bah, vu la avant que ça pression, commence quoi. pour se faire descendre la pression. C'était important de se retrouver à ce moment-là avec les équipes, pouvoir parler avec eux. Tu sentais qu'ils étaient à la fois rodés et à la fois un peu inquiets avec les conditions météo. Une question du coup, moi, est-ce qu'on pense que ça va se démocratiser à terme les spectacles de drones? Alors, ça commence, j'ai l'impression. certainement, en fait, parce qu'il y a hein. vraiment une question écologique aussi. Il y a des villes qui souhaitent passer à quelque chose qui est plus écologique. Et effectivement, par rapport au feu d'artifice, c'est plus écologique. Et maintenant, comme on en a aussi parlé avec Cédric, c'est pas le même type de spectacle. C'est plus lent, c'est plus posé. C'est contemplatif, là. C'est voilà. contemplatif. Ouais, c'est Exactement. graphique, il n'y a pas ce côté. Non, ça bouge tout doucement, le bateau arrive tout doucement. De toute façon, n'importe comment le réalisateur a dit, moi je veux un truc contemplatif. Les gens avaient de la musique qui était diffusée par une radio, donc il n'y avait plus qu'à mettre la musique pour tous les gens qui voulaient regarder. Ils étaient en contemplation, ils voyaient le truc, le bateau qui se pointe, c'était lent, mais les gens étaient silencieux parce qu'ils étaient en train de contempler. Voilà, donc ça c'est d'autres spectacles de drones. Si je vois Breaking news. c'est la Chine, je pense. Mais en tout cas, a priori, ça va. On va en voir de plus en plus. Disneyland, on a déjà un Ouais. spectacle de drones. Bon, pas avec autant de drones. Non. Ils en ont Mais, 300, 400, je crois. C'est à 500. Paris aussi Disneyland Paris, oui, Ok. tout à fait. Ouais. Je crois que c'est tous les soirs, quelque chose comme ça. Mais je pense qu'on va en voir de plus en plus dans le futur. Ouais. Voilà. Ok. Voilà, c'était une expérience. Donc, en espérant que vous puissiez, vous, avoir l'occasion de voir ce que les caméras peuvent pas filmer vraiment, parce que quand tu es sur place, une caméra, ça sera une façon de filmer qui ne peut pas avoir donné la dimension. Mon petit Captain, on reste avec toi. Et à nouveau, tiens, franchement, le JDH, on ne parle pas de Tesla, de truc olé olé avec la Amandine, ou un truc, ça ne va pas du tout. Donc là, c'est Tesla déjà. Bah, si on parle pas d'Elon Musk, on se fait fouetter à la On se fin. fait C'est obligatoire. Donc, Voilà. donc on va parler d'Elon Musk, on va surtout parler de Tesla, puisque Tesla a présenté pour la 3e fois une nouvelle évolution de son robot. Alors, c'est Elon Musk qui l'a annoncé, qui a présenté donc ceci dans l'événement qui était celui destiné aux actionnaires de Tesla. Voilà, et cette fois-ci, on nous a présenté quelque chose que certains considèrent comme étant quasiment prêt pour la production. Par rapport à la dernière vidéo, vous allez voir, ça a beaucoup évolué. Déjà, Bah, on en c'est voit. mieux, oui. Clairement. Là, ça ressemble à un robot. Voilà, là ça ressemble à un robot. Il y a plein de nouvelles fonctionnalités. Donc déjà, ils sont dans un châssis, puisque rappelons-nous,
La dernière fois, c'était, je crois, il y a quelques mois, 6 mois, 7 mois, c'était vraiment quasiment ouvert, tu voyais les fils, etc. Là, on a quelque chose qui est autonome, il se déplace tout seul, il marche à plusieurs aussi, on voit qu'il y a plusieurs modèles, il sait repérer son environnement, comme vous voyez dans la vidéo, ils peuvent reconnaître des objets et les ramasser. Un truc important sur le robot Tesla, c'est qu'il a des mains, ce qui est assez rare. En fait, même les robots de Boston Dynamics, en fait, ils ont des espèces de, pour l'instant, de boules à la place des mains. Ou des crochets, tu vois. Voilà, exactement. Ouais, c'est ça. Tandis que là, on a une main humaine, donc on est vraiment sur un robot humanoïde. Et Ce qui est un vrai choix pour le coup, excuse-moi de te couper, mais juste pour le souligner, parce que la plupart du temps, en fait, ils utilisent ces espèces de boules là qui, qui aspirent et prennent la forme. C'est dans l'idée d'aller au-delà justement de la capacité de préhension humaine. Donc du coup, de faire le choix d'avoir des mains, c'est particulier, je trouve. Et du coup, ils ont expliqué aussi qu'il y avait un système d'apprentissage où tu as un humain qui est donc a une sorte de tenue pour voir ses mouvements, de la motion capture en fait, Ouais. et le robot apprend via les gestes de l'humain. Avec une IA, évidemment, la fameuse IA qui équipe les voitures de Tesla, selon ce que nous dit Elon Musk, et apprend donc à faire les mêmes gestes qu'un humain. Donc, l'objectif, toujours, c'est la même chose, à savoir dégager l'humain des tâches qui sont un peu ingrates dans les usines, par exemple, etc. J'imagine. Porter des poids. Voilà, C'est aussi, ça. tout à fait. On n'en sait pas beaucoup plus, l'autonomie, entre autres. Qu'est-ce qui va se passer dessus? Parce qu'un robot comme ça demande quand même des grosses batteries. Après, pour être fair, on connaît pas beaucoup les autonomies de tous les autres Voilà. concurrents humanoïdes. Pour l'instant, c'est plus du proof of concept absolument partout. Ouais, Donc, tout à fait. Alors on revient de loin quand même, puisque rappelons-nous qu'il y a, c'était pas il y a si longtemps que ça, c'était il y a 1 an et demi, Elon Musk avait présenté son premier robot qui était cet humain dans Tu une veux dire, combinaison ouais. spandex, voilà, que vous voyez ici. Et je dois bien avouer, moi le premier, quand j'ai vu ça, j'ai fait, c'est du foutage de gueule, De etc. Et une fois de plus, Elon Musk, on peut lui reprocher beaucoup de choses, mais c'est vrai que malgré tout, on arrive à quelque chose qui est presque... voilà, on n'en est pas encore là, on va Fait pas une se le hurle. cacher. je me souviens qu'on Voilà. avait tous halluciné. D'autant que c'était au même moment que Xiaomi avait annoncé le sien, en même temps que Ouais. lui était nickel, et nous on avait eu le droit à ça. Quoi. Ouais, tout à fait. Et donc, en seulement 1 an et demi, on se rapproche de quelque chose qui est un peu plus concret. Alors, bon, il n'y a pas de date pour la production, etc. Mais on voit en tout cas quelque chose qui ressemble à un robot fonctionnel. On est encore loin des robots de Boston Dynamics. Je ne sais pas si vous avez vu la dernière vidéo Je d'Atlas, l'ai vu. et qui est incroyable, qui est flippante. Alors attention, les vidéos, je ne sais pas si on va la voir, les vidéos qu'on voit, où on voit Atlas donc sauter sur une plateforme et passer une caisse à outils à Ouais, un c'est mécanicien, toutes ces vidéos-là, on le sait, elles sont très scriptées. C'est-à-dire qu'en fait, il y a peut-être eu 3 jours de tournage pour arriver à avoir tout en une seule séquence. Ils sont transparents, ils te filent le making-of avec Ouais. toutes les chutes à chaque fois. Tout à fait. Mais par contre, ce qui est impressionnant, évidemment, c'est les mouvements de ce robot. Atlas, là aussi, il vient de loin. Là, ça fait quoi, Ouais, 10-12 ans qu'il travaille dessus. Les mouvements, entre autres, les pirouettes qu'il fait, à un moment, vous le voyez sauter, la préhension, etc. aussi. C'est quelque chose d'extrêmement flippant. Tu vois, On va c'est pas que se le cacher. contrairement à celui d'Elon Musk, on n'a pas l'impression qu'il marche sur des œufs, celui-ci. Oui. Elon Musk, Oui. tu sais, t'as un mouvement, tu dis, oh là là, mais il y a des oursins dans le coin, tu vois, il est là, mais là, pas du tout, quoi. Ah oui, non, là... Oh. Alors, c'est très scripté. Ce qui lui manque peut-être, c'est effectivement une intelligence artificielle. Là, vous allez voir, le meilleur, c'est peut-être probablement la dernière pirouette qui, honnêtement, même C'est les beau humains, gosse. peu d'humains C'est beau sont gosse. capables de le faire, quoi. Voilà. Voilà. Oh la Et vache. c'est... Je l'ai vu, le truc, j'étais au bord de l'évanouissement. Mm. Je dis, bon, là, c'est fort. Voilà. Donc, on n'en est pas encore là, mais en tout cas, ça avance chez Tesla et on verra la prochaine version. Ah bah dis donc, quelle aventure. En parlant de version, justement, monsieur Otaxu, vous n'avez pas encore pris la parole, et quand vous prenez la parole, c'est bien sûr pour parler un petit peu de choses comme RX, machin, AMD... RX machin. Non, ça me va, RX machin, Mais non, mais tout à fait. je préfère y aller franchement, parce que n'importe comment, je sais ce qui va se passer. Je te laisse la parole. D'ailleurs, Solna Tu es mon Mba courroux. se demande si on va parler de la 4060 Ti. Non. Non, là, tout de suite, on va parler de Pas la maintenant. Radeon RX Mission est 7600 scandaleuse. qui a été annoncée. Je suis désolé, je Scandaleux. suis taquin, J'adore, voilà. je t'aime, je vous aime tous. Non, en vérité, AMD a annoncé là très récemment, je crois que c'était hier ou avant-hier, sa nouvelle carte graphique qu'on peut considérer plus ou moins d'entrée de gamme, enfin d'entrée de gamme pour les cartes graphiques, soit 299 €. Elle est sortie aujourd'hui, très précisément, il s'agit de la RX 7600. C'est la nouvelle génération RDNA 3 qui est basée du coup sur les Navi 33 si je ne m'abuse. Ce qu'on nous promet ici, parce que ça reste une carte graphique très chill, c'est du 1080p à plus de 60 fps. Mais quand même, selon AMD, on a plus 29% de performance par rapport à la RX
6600, donc la génération de l'année précédente, et 34% de plus que la RTX 3060 à 8 Go. Sachant que cette nouvelle génération a l'encodage de la V1, qui n'était pas le cas de la génération 6000, et récupère pour certains modèles un port DisplayPort 2.1. En termes techniques très précis, nous avons donc 32 unités de calcul RDNA 3, 8 Go de VRAM de GDDR6, on va parler de la VRAM dans le décryptage, une fréquence de jeu à 2,25 GHz avec un boost à 2,66, un bus mémoire 128 bits, on va en reparler aussi, un cache 32 MO, on va en reparler aussi, et un TBP de 165 watts. Pour le coup, on a les premiers retours, je ne l'ai pas encore testé, je devrais pouvoir faire le test pour jeuxvideo.com et pour mon YouTube sous peu, mais les premiers retours est que c'est plus ou moins une bonne carte, mais du même temps, vu qu'ils ont baissé les prix de la génération 6000 en même temps, et que maintenant la 6600 elle est moins chère, etc. Ça a l'air d'être un petit peu compliqué. J'attends de voir quand même ce que ça donne, principalement sur l'évolution du ray tracing, parce que pour le coup, je trouve que c'est un sujet qu'on manque un peu, mais le ray tracing, ça devient de plus en plus important, et c'est là-dessus qu'on attend une belle évolution de AMD. Et quant à la VRAM, effectivement, 8 Go, ça pourrait être vu comme un manquement. On va en parler un petit peu plus tard dans le décryptage. Bien sûr, de toute façon, comme il n'y aura pas de G-Dash la semaine prochaine, ça sera sur ta chaîne YouTube. Ce sera chez... Alors, a priori, on est en train de discuter avec AMD, le test écrit sur jeuxvideo.com et le test vidéo sur mon YouTube, effectivement. Que du bonheur. C'est même pas... J'ai pas de mots, c'est de l'insolence à ce niveau-là. Donc alors maintenant, on va parler un petit peu... Hier soir, je pense que tout le monde a regardé un petit peu ce qui s'est passé avec PlayStation hier soir. Non, j'ai loupé justement. Mais moi, j'ai pas loupé. J'attendais l'émission pour me mettre à jour. J'ai regardé, j'ai vu arriver des trucs avec des PlayStation Buzz, avec des choses qui s'appellent Q, et tu vas faire un peu le tri dans tout ça. J'étais très intéressé par ce qui s'est passé hier soir techniquement. C'était pas mal du tout, hein, mais rapidement, je rebondissais sur ce qu'avait dit Otaksu tout à l'heure. C'est vrai que la gamme des 6000 aujourd'hui est très accessible, donc les prix ont chuté. J'avais vu récemment la 6900 XT, je crois, à peu près à 800 €. Ouais. Qui était un peu l'équivalent de la 3090, en un peu moins puissante, mais qui reste encore une carte qui vaut largement le coup aujourd'hui. Après, il y a, pour te donner un exemple, parce que c'est celui que j'ai le plus en tête, parce que j'ai fait le test de celle-ci récemment, j'avais la 6750 XT qui à l'origine était vendue $549, qui aujourd'hui baisse à 400 €, le plus bas prix. Bon, aujourd'hui on est plus à 450, 470, mais effectivement, mais ça a toujours été le cas parce qu'en fait chez AMD, vu que ça se vend pas très bien, ça augmente et tout, mais ça se vend moins clairement, et surtout le duel n'est pas forcément favorable. Les prix ont tendance à chuter très rapidement. Ok, donc c'est pas mal ça. On en reparlera, je pense. En plus, tout à l'heure, tu nous feras une belle présentation. Voilà. Ça va être des cartes graphiques. Je tiens à vous préciser. Mais oui. Ok, bon écoute, on va parler PlayStation. PlayStation actuellement, ça marche bien, ça coûte cher, donc si vous avez beaucoup d'argent et que vous faites plein d'émissions, c'est bien. C'est parti. Les hostilités commencent. On a rien demandé, mais... commencent. Mais c'est vrai que le hardware, enfin la stratégie hardware de PlayStation sur le PlayStation 5, moi je suis perdu, Pépé. Oui, je suis aussi un enfant de la PlayStation. Je joue à la PlayStation depuis la première du nom. J'ai eu toutes leurs consoles portables, j'ai eu toutes leurs consoles de salon. Mais là, c'est très compliqué ce qui se passe. Hier, on a eu un magnifique passage de 48 secondes sur une émission d'1h10 concernant PlayStation sur le PlayStation Showcase. On a parlé du coup du Project Q, des earbuds, et pas des deux autres outils dont je vais vous parler tout à l'heure, mais on va revenir rapidement dessus. Du coup, voici le Project Q, cette fameuse... Je sais même pas si on peut appeler ça au final une console portable. Non, parce qu'en fait, c'est pas une console portable. C'est un outil de remote pour la PlayStation 5. Ouais, c'est ça. Donc ce que je pouvais déjà faire avec mon iPhone, ce que je pouvais déjà faire avec un Samsung, ce que je pouvais déjà faire avec n'importe quel téléphone fonctionnant sur iOS ou Android, je crois même limite Windows Phone, on va pouvoir le faire avec cette sorte de manette PlayStation 5 avec une tablette intégrée. Ça m'a fait un peu penser aux anciens écrans des Xperia, je crois, ou je sais plus ce qu'on faisait à l'époque. Là, je sais pas s'ils ont repris ça, mais en tout cas, c'est intégré. Et on n'a pas encore le prix, mais on a la manette classique avec les gâchettes adaptatives et les retours haptiques, plus un écran au milieu. Il faudra une connexion Wi-Fi obligatoirement, du 1080p et du 60 fps. Je ne sais pas à qui cet outil s'adresse en fait. Mais on a une idée du tarif, c'est ça qui avec les buds, on n'a pas le prix. On n'a pas eu le prix. Je vais venir après sur les buds, mais on n'a pas eu le prix du tout. Et comme on le disait chez les frères de Frandroid en plus, aujourd'hui avec un téléphone sous Android à 200 balles, tu peux déjà faire ça. Ah bah tu peux. Donc je pense que tous les possesseurs de Play 5 ont au moins un téléphone portable ou un ordinateur. Donc je sais pas à quoi va servir ce produit. Je sais même pas si Sony y croit parce que non. Lis pas ça, c'est faux. Ouais, voilà. Je pense que c'est faux. Je l'étais en plateau et ça c'est faux aussi. Ça c'est les gens sur internet qui racontent ça.
sage, on nous met des Mais, choses à l'écran pendant que nous on parle. On est là et puis tu as Florian qui appuie sur les boutons. Alors ça va faire ça. On n'est pas sûr du tarif que tu as donné, donc Oui, on va non, pas le donner. il y a- si tu veux. Il n'y a pas eu de y a- tarif il y officiel. a aucun Il n'y a tarif pas, officiel. allô, il n'y a pas eu de tarif Il n'y a aucun officiel. tarif officiel. Mais moi, ce qui me fait peur en fait dans cette stratégie, c'est que j'ai l'impression qu'ils y croient pas du tout au produit. Parce que le PlayStation Showcase, c'est le plus gros événement de PlayStation Sony à l'année. Et dans ton plus gros événement de l'année, tu proposes un outil hardware que tu vas sortir pour compléter ta gamme de jeux, mais tu fais littéralement un passage de 20 secondes dessus. Moi, Donc, j'ai trouvé ça hallucinant. Moi, j'ai clairement, pour moi, il n'y halluciné. a aucune J'étais là, ambition avec le projet en fait. J'étais là, j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe quoi? On a l'impression que c'est un peu la même communication qu'avec le PSVR 2, parce que honnêtement, le PSVR 2, il a été un peu passé sous. Il est sorti de nulle part. Et puis, ouais, d'un c'est coup, ça. Il y Ils a en auraient eu, vendu 390 000 ou un truc comme ça. J'ai vu ouais, un par chiffre. contre, sur les Oui. ventes, c'est pas si mal. On est sur la même trajectoire que le PSVR. Non, ça a 1. dépassé la trajectoire. Ça a dépassé même, Oui, ouais. mais de peu. Oscar Le Maire sur Twitter, voilà. vous pouvez le retrouver. Sans que la Le fusée est Ludostri partie, a analysé l'angle tous de chute les est plus chiffres. lent. C'est ça. Donc on est sur un outil de remote, ce qui est un peu dommage parce qu'aujourd'hui on avait un peu le débat, est-ce que ça va être une console portable? Voilà. Il y a beaucoup de joueurs de PlayStation qui aimeraient revoir une console portable telle que par exemple la PSP. On sait que la PS Vita c'était compliqué à l'époque parce que vu que sur la console portable tu vas moins vendre, c'est difficile de dire aux devs ta boîte qui tient sur ce que tu développes, fais-nous des jeux sur une console qui va vendre moins. Aujourd'hui tu as la Switch qui est sur son segment tout seul de console hybride mais qui peut aussi être utilisée en tant que console portable. Puis Il y a surtout, les coûts de développement ont augmenté, faisant que tu es un petit peu obligé le- de choisir une plateforme ou l'autre, mais tu peux pas, tu peux pas faire sur les deux, ouais, portable directement. et machin, c'est Exactement. compliqué. Quoi. Donc tu as les PC qui sont ramenés un peu dans la course avec justement la ROG Ally, le Steam Deck, Ils Neo. sont tous deux capables de faire du remote play en plus. Ils sont donc, tous deux capables en plus de déjà faire le remote play. Donc en fait, j'ai l'impression encore une fois qu'on nous a lâché un produit pour les fans inconditionnés de la marque qui vont acheter un outil les Un yeux buzz, fermés simplement un buzz. juste pour avoir l'outil complet qui va avec la Play 5. Mais j'ai vraiment pas l'impression qu'il y a une vraie stratégie derrière. Donc en fait, aujourd'hui, moi je suis un peu perdu. Derrière, on a eu une annonce aussi qui a duré exactement 7 secondes des earbuds de PlayStation Sony. Bon, des earbuds, on en a déjà un peu partout. C'est Il y a XM4 Bose, avec il y a un truc Sony. blanc dessus, Exactement. c'est tout. Il y a plein de marques Voilà. qui en font déjà. Donc quelle sera la plus-value? Ils ont dit ok, pas de perte au niveau de l'audio et tout. Bon, ok. Au niveau du son, je pense qu'on a déjà connu mieux ailleurs. Derrière, on a la manette Pro qui est sortie il n'y a pas longtemps à 250 €. On en entend déjà plus trop parler. La SN Edge, ouais. Et on a eu quelques ajouts de jeux pour le PSVR 2 où ça monte timidement le catalogue. Bref, côté hardware, pour moi hier c'était une catastrophe en fait. J'ai pas du Eh ben. tout été servi. Ça s'est fait. Alors j'ai d'autres chiffres. Merci, merci Florian pour les ventes. Ça a dû bouger. Donc on serait pour le PSVR 2 à 600 000. Oui, voilà. 100 000. 600 000, ouais. Moi j'avais vu un premier Pour 600 chiffre € à 300. Oui, semble. c'est ça. J'avais vu un C'est premier ça. chiffre à Il y avait 390. les fuites qui tablaient sur 300 effectivement, 390. mais les derniers résultats de Sony ont montré qu'ils étaient à 600 000 et sur la même trajectoire que le PSVR 1. En fait. Voilà, mais C'est marrant, Donc, ça me semble énorme, vraiment, comme. bah comme écoute. nombre de ventes. Après, le seul truc, c'est qu'on savait par les fuites, donc à prendre avec des pincettes, mais qu'ils en attendaient 2 millions, et c'est pour ça que ça pouvait potentiellement. Attends, 2 millions, c'est pas fini, c'était hein. très Mais très c'est pas optimiste, hein, honnêtement. 2 millions sur la première année, donc Ouais. attendons de voir. Hein. on sait pas ce qui va se passer. À 600 000 maintenant, c'est pas dégueu en vrai. Hein, donc, Non, non, c'est des bons chiffres. Si. Mm. On verra bien. On en a déjà beaucoup parlé ici. C'est tout ce que tu avais à dire, mon Ouais, petit c'est un peu Reza, ça. ou- Ça relance un peu du coup les débats dans la commu gaming mobile. T'en as plein qui ont ressorti leur Wii U. T'as la Wii U qui a buzzé hier sur Twitter. Bon, n'oublions quand même pas que la Wii U a quand même floppé en termes de vente. Ouais, moi, même c'est un produit si, que j'aimais bien, moi. J'avoue, Ouais, franchement. il n'y a pas de moi, problème j'aimais dessus. bien. Mais la tablette en plastique là. Ouais. Ah, non. Ouais, voilà. il y avait quelque chose. Moi, Et- je suis déçu de ouf, mais pas exactement pour les mêmes trucs, juste parce que moi, ce que je veux entendre, c'est Android et c'est cloud gaming, en fait. S'ils me faisaient un produit exactement le même, hein, mais ils me disent, il y a le remote play certes, mais il y a le remote play Wi-Fi, distance, etc., potentiellement 4G pour ceux qui veulent, on a le PlayStation Plus Premium avec les jeux en cloud, et derrière, tu as une base Android, donc du coup, tu peux l'utiliser éventuellement en tablette, etc. Là, pour moi, il y a un produit. Ce qu'ils nous ont présenté, c'est, tu fais que du remote Une play. station de remote en Wi-Fi. Bah non en fait. Là tu m'as rien fourni qui va au-delà d'un produit qui est ultra limité quoi. Donc gna. Alors qu'ils ont un boulevard bordel, ça m'agace. Ça fait des années qu'ils ont un boulevard, pardon. On va jamais le calmer, mais c'est ça qui est beau. Tu sais que ça va nous manquer, hein, je veux dire, parce que bon, moi qui aime beaucoup qu'on insulte les gens dans cette émission, c'est pas que tu sois pas là, ça va beaucoup me manquer. Oh, merde. en fin de compte. Mais non, mais oh là là, t'es formidable, c'est formidable. Amandine, je me tourne vers toi. Oui. Parce que, tu savez qu'on parle toujours de chargeurs universels, de trucs comme ça, notamment avec Apple. C'est un enjeu important, à la fois pour l'écologie, pour la tech, pour ça. Et là, tu as quelque chose d'autre, parce que tu es quand même Madame Olé Olé, autant le dire. Exactement. Oui, oui, Ah, mais elle est là,
Je vous ai encore trouvé une news quand j'ai lu le truc. J'ai dit, oh là là, Amandine, oh là là, trop bien. Alors, c'est pas tellement une news, c'est une enquête qu'on a sortie Oui, sur bien. le journal du Geek il y a quelques semaines. Et oui, en fait, c'est sur le chargeur unique. Le chargeur unique, on sait ce que c'est. Il a été validé il y a quelques mois par l'Europe. Et il est censé, du coup, réduire le nombre de déchets, harmoniser tout le parc qui va être smartphone, ordinateur, tablette et appareil photo, il me semble, et même écouteurs et casques. Et il y a un domaine dans lequel le chargeur unique n'est pas du tout d'actualité. Ce sont les sextoys. Et oui, Qui Alors- ont toujours c'est quoi? C'est du vieux micro USB encore dessus, hein. c'est pire que ça. En fait, Je sais plus. ça paraît très anecdotique comme sujet dit comme ça. Non, non. Pourtant, les sextoys et la sextech en général, c'est un marché qui est hyper porteur. C'est un marché qui pèse environ 110 milliards de dollars aujourd'hui dans le monde, qui pèsera 122 milliards de dollars en 2024 et la croissance, elle risque forcément d'être exponentielle, notamment avec le développement de la sextech, donc toutes les nouvelles technologies qui sont liées à la sexualité. Donc là, je ne parle pas uniquement de sextoy, mais aussi de toutes les technologies dédiées, donc les applications, les aides, par exemple, pour les personnes en situation de handicap. Il y a énormément en fait, d'innovation sur le secteur depuis quelques années. Et sur la question des sextoys, il y a un gros problème, c'est qu'il n'y a aucune, mais aucune, en fait, cohérence sur les chargeurs. Mais on n'est pas sur du micro USB ou du mini USB, on n'est même pas à ce stade-là. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun... Il n'y a rien. C'est vraiment, C'est on va propriétaire sur avoir... propriétaire Voilà. sur propriétaire, quoi. En fait, Qui- c'est même pire que ça, puisque la plupart des grosses marques, donc par exemple, ça va être Womanizer, Lelo, Satisfyer, qui sont vraiment des géants sur le secteur, ont développé leur propre chargeur propriétaire. Donc, il y a une certaine cohérence malgré tout. Si j'achète 2 produits de la marque Womanizer, je vais avoir le même chargeur. Idem pour Lelo. Par contre, ça reste des chargeurs propriétaires qui n'ont absolument aucune autre fonction que de charger des sextoys. Les produits de la marque, quoi. Voilà, exactement. Donc ça, c'est pour les grosses marques. Pour les plus petites marques ou pour celles qui ne veulent pas vraiment s'embêter à faire de la R&D et qui se contentent très souvent d'importer des marques blanches, donc de fabricants chinois, sans forcément faire attention à ce qu'elles achètent. C'est le cas d'énormément de marques sur le marché. Ce sont des chargeurs qui sont complètement en fait, isolés. Donc par exemple, il va y avoir des grosses marques, je ne les citerai pas. Non, mais tout le monde je sait. sais. On pourtant- connaît, meuf. Dieu sait qu'il doit y avoir Tu veux que je te besoin, le cite pour toi? Non. Moi, ça me dérange pas. Non, ça Dieu ira. sait qu'il doit y avoir besoin d'une charge rapide. Pour Voilà. Non, je les citerai pas, on va pas leur taper dessus, mais il y a énormément de marques en fait qui se contentent d'acheter des marques blanches à des fabricants chinois. Et donc au sein d'une même marque, on va avoir 14 chargeurs différents. Donc ça peut aller du chargeur j'ai vu un chargeur Jack 3.5, je ne savais même pas que ça existait par exemple. Jack J'ai- 3.5. Ok. Ouais. Jack J'ai 3.5. vraiment pas Jack, vu. ça existe, Jack 3.5. Eh ben C'est pour l'audio, normalement. Bah, Ouais, ouais, c'est c'est ça. un C'est signal ça. analogique, donc oui, je il sais y pas. en avait un où en C'est fait pour les casques et micros en même Ouais, temps. c'est ça. on pouvait c'était le chargeur. Donc Ouais. j'ai vraiment pas compris. Donc il y a de la charge magnétique à tout va, mais avec des barrettes qui vont pas être harmonisées en termes Ah oui, oui. d'écartement. Il va y avoir du micro USB, du mini USB. L'USB-C est très très rare en fait. Je crois que j'en ai jamais vu d'ailleurs sur la Ils sont en plupart. retard, du coup, ouais. Ils sont très très en retard. En fait, c'est un vrai problème. Et alors pourquoi ils sont en retard? Je vais répondre puisque personne ne me le demande. Bah, non, mais parce qu'on attend, comme tu sais tout, on dit directement, elle va nous le dire tout de suite. Non, en fait, pourquoi ils sont en retard, c'est déjà, effectivement, il y a ce gros problème de on achète des marques blanches sans prendre la peine de faire de la R&D. Donc, du coup, pourquoi se prendre la tête? En fait, ils se contentent d'apposer leur logo sur un sextoy et de le vendre, en fait, sur leur nom de marque. Il est beaucoup plus cher, accessoirement. Bien sûr, évidemment. Évidemment. Oui, évidemment. La majorité des sextoys qu'on trouve dans le commerce de la part de marques pas forcément très reconnues sont trouvables sur AliExpress. Balance des noms. Non, je ne balancerai pas le Balance nom. des noms. Je n'ai pas envie de me mettre, de me mettre mal avec eux. Non, mais elle continue sur le journal du geek, c'est pour ça. Et oui, c'est ça. Non, en fait, l'autre problème aussi, c'est que la sextech n'est toujours pas considérée comme un marché comme les autres. Pourtant, c'est un marché qui est hyper porteur, on l'a dit, ça génère des millions d'euros et de dollars de bénéfices chaque année. Et puis présent au CES, présent Ah oui, oui, sur exactement. tous les Oui, trucs, tous hein. les Présent au salons. CES, salons c'est tech. de plus en plus impliqué, par exemple, dans toutes les questions de santé sexuelle. La santé sexuelle commence en fait vraiment à prendre mesure du fait que la sextech, eh ben oui, c'est important, et potentiellement avoir un orgasme de temps en temps, ça peut peut-être te mettre Peut être mieux sympa, dans ta au tête. moins. Ouais. Et en fait, voilà, c'est vraiment le problème, c'est qu'aujourd'hui, la sextech, c'est un secteur d'innovation sur tous les sujets. Mais quand on parle de sexualité, on se retrouve face à un énorme vide juridique et à un énorme tabou.
Donc tabou parce que les gens ne veulent pas en parler. C'est très compliqué aujourd'hui, par exemple, d'investir et d'entreprendre dans la sextech. Est-ce que j'ai une question pour toi? Est-ce que la plupart des entreprises de la sextech sont américaines? Pas forcément. Ok, parce que je me dis, Même, c'est pas une majorité. il y a potentiellement tu sais, cette espèce de puritanisme américain qui peut ralentir les Non, choses non, comme non. ça a pu ralentir sur d'autres secteurs de la tech. Vraiment pas forcément. J'ai l'impression que les plus grosses boîtes sont plutôt européennes malgré tout. Après, elles sont parfois rachetées aussi par des géants américains une fois qu'elles font un peu de moula. Pour le coup, la France est plutôt bien placée sur le secteur de l'innovation au niveau de la sextech. Voilà, c'est quelque chose qui est hyper porteur en France. Ça va beaucoup être les applications dédiées à la santé sexuelle, dédiées au plaisir et à l'éducation sexuelle en France. Un peu moins les sextoys, pour la simple et bonne raison qu'aujourd'hui, il existe des marques de sextoys françaises. Mais si tu veux y coller un moteur, tu dois faire fabriquer en Chine. Donc finalement, c'est très compliqué. Il y a aussi le fait que quand tu vas à la banque pour demander un crédit pour fabriquer un sextoy J'avoue. ou pour voilà, tu te fais J'avoue. envoyer bouler. Voilà, c'est encore le cas aujourd'hui. Ça arrive à énormément d'entrepreneurs et d'entrepreneuses qui veulent se lancer en fait et qui ne peuvent pas. Donc il y a vraiment ce côté tabou qui fait qu'aujourd'hui c'est très difficile de légiférer par exemple sur la question du chargeur unique. Ça n'a même pas fait partie des sujets en fait de discussion. Au niveau du chargeur unique, la sextech n'a pas du tout été évoquée. Et il y a aussi le problème du vide juridique. Donc ça, pour le coup, c'est encore une fois, c'est une question de tabou. Mais quand ça touche à la sexualité, on s'en fout. En fait, on s'en fout, on préfère glisser ça sous le tapis. Et pour le coup, c'est très problématique puisque ce vide juridique, il se ressent donc au niveau du chargeur unique. Et donc, c'est problématique parce qu'effectivement, il y a vraiment quelque chose à faire qui faciliterait la vie de tout le monde. Puisque je peux vous garantir que quand on a plus de 3 sextoys et qu'il faut se battre avec les câbles, on ne sait pas où les trouver. Mais il y a aussi un vide juridique, par exemple, là je m'éloigne un peu du sujet, mais qui concerne les matériaux. Par exemple, certains matériaux sont interdits en France et en Europe. Ils ne le sont pas quand on parle de sexualité. Donc, par exemple, tout ce qui va être les plastiques élastifiés, tout ce qui va être BPA, tout ce qui va être en fait produits chimiques qui sont interdits dans tout ce qui est contenant pour bébé, contenant aussi alimentaire, voilà, vont être autorisés dans les sextoys, alors que ce sont quand même des objets qui touchent aux muqueuses. Des endroits, Bah, ça va des A trucs, priori, t'as pas trop on envie, est quoi. pas mal en échange de molécules, tu vois. Ah, Mais voilà. Donc, il serait temps que l'Europe et que la France décident de faire un chargeur unique pour tous les objets, puisque ça ne concerne pas que la sextech, ça concerne aussi, je pense, tous les secteurs de niche de l'industrie technologique. Mais il serait temps qu'on considère que la sextech est un secteur d'innovation comme les autres. Et en tout cas, ce que tu dis, moi, ça prouve quelque part quand on parlait de mettre un truc sous le tapis, c'est-à-dire que, en effet, tu parlais du puritanisme ou un truc comme ça, il y a un petit peu de ça quelque part. Il y a l'idée de dire ça existe, mais non, il faut surtout pas qu'on légifère parce que si on légifère, on donne une visibilité encore supérieure au truc. Donc on préfère laisser que le gloubi-boulga comme ça, en effet, avec 15 000 câbles, 15 000. Parce que quand tu me parles de chargeurs type mini jack 3 points, mais c'est des trucs. Ça n'a aucun sens. Moi, je ne trouve même plus très facilement au niveau de la charge. J'ai vraiment vu des trucs qui paraissaient improbables au niveau des câbles de charge. C'est ça, on a l'impression que, et même, je vais dire un truc plus loin, là je vais aller plus loin dans ce que tu dis, et même la sécurité, peut-être électrique, électronique, s'il n'y a aucune vérification, aucun contrôle, le moindre truc peut arriver sur le territoire européen et chez nous, qui ne serait pas super contrôlé, alors qu'on contrôle la plupart des choses qui débarquent, et justement il y a des normes. Donc sous prétexte que c'est des sextoys, on dit non, sous le tapis, le truc qui peut exploser en plein vol, c'est pas un problème, quoi. Non, quoi, il faut à un moment donné légiférer. Il y a aussi une question d'obsolescence, c'est-à-dire que acheter un câble, même propriétaire d'une marque et finalement se retrouver à devoir changer ce câble, il y a certains modèles où tu ne peux pas trouver de câble, ça doit être très très compliqué. Tu l'as dit toi-même, il y a plusieurs types de câbles, même des trucs qui ne sont pas fréquents dans le pays où c'est importé. Donc fatalement, les gens sont coincés. C'est pour ça qu'on a lutté contre sur ces 20 dernières années sur tous les autres produits. Donc c'est stupide qu'ils ne soient pas dans le même Tu vois, cadre. les casques et autres, on a une prise unique, on peut rajouter un petit truc. C'est ça qui me rend dingue, c'est le sujet qu'on fait tous, que personne ne veut en parler, alors que c'est pas comme si c'était un petit groupe dans un coin qui faisait l'amour, quoi, tu vois, c'est tout le monde, littéralement tout le monde, tu vois, je comprends pas cette espèce de vide juridique. J'ai l'impression qu'il est juste là parce qu'il y a personne qui veut aujourd'hui on va parler sexe.
Tu sais, comme si on était avec des Encore une fois, gamins. c'est une sorte de puritanisme, il c'est va pour pas parler cul, tu vois, exposer genre. le truc Hein et le mettre en exergue comme s'il voulait pas. Alors que bon sang, si on est tous là, c'est parce que il s'est passé des choses. Il y a Bon, mort, arrêtez de pas déconner, Ah, mais quelque bon. part, un petit peu, quelque part, il s'est passé un truc. Donc voilà, un petit sondage. Je suis désolé. Pour ou contre chargeur universel, on vous laisse réagir, les petits loulous. Personne Et- ne sera contre. Ouais, voilà, je vais te dire. C'est bon, bref. Alors, on va parler maintenant d'un truc super important. On parlait Oui. de plantage, parce qu'il y a un truc qui m'amuse beaucoup, c'est quand du matos plante. C'est Voilà. déjà bon. Moi, je suis là, je suis au bord de l'évanouissement. Mais quand ça plante de façon générale et que tout le monde se retrouve un petit peu la tête dans la choucroute, et ben voilà. Et oui, quel plaisir, puisque la semaine dernière, effectivement, Asus a connu un petit, voire gros problème, puisque tout d'un coup, des milliers, voire peut-être des centaines de milliers, on n'a pas le chiffre exact, de routeurs sont tombés en panne en même temps. Alors, alors, le routeur, c'est problématique quand ça tombe en panne, parce que pour ceux qui éventuellement n'ont pas un chez eux, votre Freebox fait le boulot ou votre Livebox, un routeur, surtout chez les pros, en fait, ça sert à redistribuer la connexion Internet à tous les ordinateurs d'un réseau. Alors quand ça plante, eh ben, généralement, tu n'as plus Internet et du coup, tu es un peu vénère. Alors qu'est-ce qui s'est passé exactement ? Simplement, une mise à jour a été envoyée par Asus et c'est une mise à jour sur un fichier ASD. Alors qu'est-ce que c'est qu'un Ah oui, fichier moi, j'ai demandé, c'est quoi Eh ASD? bien, le nom exact, c'est Asus System Data. En fait, c'est un fichier propriétaire Asus qui sert à mettre à jour les routeurs. Le truc, c'est que quand tu es un peu pro et que tu configures toi-même ton routeur, les mises à jour automatiques, généralement, tu les décoches parce que tu n'as pas envie de te retrouver avec une mise à jour toute flinguée sur ton routeur qui te plante ta connexion Internet. Là, cette mise à jour-là, c'est une mise à jour qui se fait automatiquement parce que c'est considéré comme une mise à jour de sécurité très importante. Et Asus bypass donc la décision de mettre à jour ou pas automatiquement ton routeur. Et donc, ils ont envoyé ça à des milliers de routeurs et il y a eu un gros plantage puisque ça a saturé la mémoire et l'espace du routeur et il n'y avait plus de connexion Internet. Mais t'avais moyen de reflasher la page précédente ? Justement, déjà, les gens se sont demandé, est-ce que tu te rends pas tout... Quand ton routeur plante, la première, tu penses pas tout de suite à te dire, ah merde, il y a une mise à jour qui a planté. Tu débranches et tu rebranches. Ils ont débranché, Voilà, rebranche. voilà. Tu le rebranches, voire des fois tu cours acheter un autre et tu le fous à la poubelle. Je pense qu'il y en a quelques-uns qui ont dû finir effectivement au recyclage. Non, en fait, ce qui s'est passé effectivement, c'est que étant donné que la mise à jour a fait planter, il y a un moyen qui a été donné par Asus. Au bout de 48 heures, quand même, ils ont quand même 2 jours des- sur Internet Non, mais, en 2023 en Occident, c'est Ils l'ont pas compliqué, vu venir, hein. d'accord. Ah non, ils l'ont- Non. Non, ils l'ont pas vu venir. En fait, c'est un fichier ASD qui était corrompu. Donc, a priori, c'est peut-être même pas une erreur de programmation. C'est peut-être juste que le fichier, en fait, a été corrompu pour une raison ou pour une autre, peut-être. Ouais, sur un enfin, disque dur. toi-même, tu sais, tu fais dans ce genre de cas, tu fais un checksum avant de l'envoyer. Avant de l'envoyer à des milliers de routeurs, oui, effectivement. Bah oui, et tu fais en sorte que ton routeur fasse un checksum avant d'installer le truc aussi. Ouais. C'est juste la base, ça fait Voilà. des années qu'on le fait, quoi. Donc l'erreur de configuration en tout cas a été un peu méchante. Asus a résolu le problème du serveur premièrement et ensuite a donné une solution. Tu en as parlé effectivement. La solution c'est de rebooter ton routeur en mode usine, à savoir t'effaces toute la configuration et ça repart à zéro et après tu refais tes mises à jour. Voilà. Puisque la nouvelle mise à Au jour. moins, a été ça n'a mise pas sur le- foiré sur le serveur. Tout ça pour dire Voilà. que les mises à jour automatiques, c'est bien et en même temps, des fois, c'est pas bien. Voilà. Après, il faut les faire quand même, surtout si vous ne savez pas ce que vous faites, parce que sinon, on risque de grosses fuites de vos données. Tout C'est à important de faire les mises à jour aussi. Alors, mais- c'est pas la première fois que ça arrive. Puis à vous, je vous ai trouvé une petite 2-3 fois où c'est arrivé où il y a des mises à jour qu'on merdait. Chez Et, Asus seulement. Non, pas chez Asus, Non, mais- chez d'autres. Oh, il y en a eu masse. Hein. Et je pense qu'il y en a, vous vous en rappelez. Rappelez-vous de l'iPhone en 2015. C'est ce que j'allais Voilà, dire. où la réception d'un message Unicode spécial faisait en fait planter carrément le téléphone portable. Mais vraiment, il te le briquait le truc, c'est juste. Et donc, il y a des gens du coup qui s'amusaient à envoyer ce message par. Ouais. C'était Apple Message, je me rappelle plus. Oui, c'était Apple Message. C'était ouais. iMessage. Ouais, ouais. c'était iMessage normal Ouais, où voilà. ça te frisait complètement. Cette friselle de téléphone. Qu'est-ce que ça faisait déjà techniquement? Il me semblait que ça floudait la RAM, il me semble, Oui. un truc comme ça. Hein. Ouais. Et donc vraiment, Et ça le briquait le téléphone téléphone, quoi. était- Le truc, l'enfer. Le bug en 2018 du Roomba aussi, puisque en fait la mise à jour faisait que le Roomba, ton aspirateur automatique, se prenait les pieds dans le tapis et il tournait en rond comme ça pendant tu Génial. ne pouvais plus. C'est vrai, après le chat. Voilà. C'est énorme, j'adore. Exactement. Alors, dans les années 90, j'ai trouvé un bug sur les copieurs Xerox qui en fait rajoutaient des chiffres aux factures. Bon, a priori, quand t'imprimais, Oh, si tu veux, il y avait un truc qui C'est faisait. énorme. Et ça te merdait, alors c'est incroyable aussi. Mais surtout, mon préféré, c'est en 2016, vous connaissez Nest, le thermostat intelligent. Ah oui. Ben, il y a eu une mise à jour et en fait, il y avait un bug qui faisait que ça montait à température à 36 degrés. C'est génial. Après, ça a peut-être perdu. La mise à jour de Satan, quoi. Voilà, c'est ça. alors. L'entre. Les Tout le enfers. préféré. Putain, il y avait chaud dans cet Cloaque de appartement. l'enfer. Donc
tout ça pour dire, comme disait Otaxu, méfiez-vous des mises à jour automatiques, c'est pour votre bien, et en même temps, des fois, voilà, faut un peu se méfier. Parce que quelquefois, il y en a une qui est installée, tu peux plus partir en arrière. C'est Ah, ça le problème. C'est quand elle Vaut est mieux là. avoir un plan de contingent. Ouais, tout à finalement, fait. Il faut, juste au cas où. c'est un peu compliqué. Bah, généralement, il y a toujours un petit bouton sur votre matériel qui permet de remettre aux paramètres usine et de Ça, redémarrer. Le coup du trombone. Voilà, c'est ça, le coup Mais du il faut trombone. toujours Mais, chercher l'endroit où est le coup du trombone. hein. Sauf qu'aujourd'hui, très souvent, il n'y a pas ça. Mais par contre, Y a il pas. faut qu'il y ait genre un mode fast boot ou des trucs comme ça qui te permettent de prendre le contrôle et de pouvoir refaire le truc. C'est un niveau technique un Ça, petit peu c'est- plus c'est- haut. les- Mais Les machines se rebellent, hein, tu peux rien faire. hein. L'aspirateur, ça me fait hurler de rire. Comme le Ah, truc qui se met l'aspirateur. à partir comme ça. Je crois qu'il y avait des vidéos, effectivement, En qui vortex. filmaient leur Roomba qui était en train de tourner en rond, c'est comme dans les dessins animés quand il y a à force de tourner en rond, ça fait un creux dans le. Ouais. C'était sympa. Bon, bah, c'est beau. Dans tous les cas, ce qui est beau également, c'est une chronique qu'on a beaucoup aimé vous proposer cette année parce qu'elle n'était pas là avant. Et quand c'était pas là avant et que c'est là maintenant, c'est mieux. Il s'agit non pas du journal du hardware, mais du software. C'est parti pour le jingle de l'amour. Et on va commencer avec Amandine, qui a toujours des bonnes nouvelles à nous donner dès qu'il s'agit de fraude, de olé olé. C'est la spécialiste de la fraude et du olé olé, et des trucs qui sont Et formidables. Bah, c'est de maintenant, la les fraude. deux en même temps. Voilà. Et là, Non, pour l'instant, on est juste sur la fraude. voilà. Le on olé est olé sur revient la- Je suis après. déçu. Je suis déçu. sur la T'inquiète, fraude. ça revient, ça revient. Sur la- Écoutez bien, c'est important là, vous allez voir. Oui, c'est important. Est-ce que vous connaissez Signal Conso? Non. Non. Alors, Signal D'accord. Conso, c'est une plateforme qui a été créée il y a 3 ans par la DGCCRF et qui À tes souhaits. permet, de signaler en ligne, Pardon. qui permet de signaler en ligne des arnaques ou des tentatives de fraude. Donc, ça peut vraiment, en fait, ça peut aller de un restaurateur qui refuse, par exemple, de vous rembourser un plat qui vous a pas servi, jusqu'à un problème sur les ventes en ligne, principalement. Enfin, voilà, ça peut vraiment être tout et n'importe quoi. Jusqu'à présent, cette plateforme, elle n'était pas très intuitive, on va pas se mentir. C'était un peu compliqué, c'était accessible que depuis un ordinateur, donc voilà, c'était pas forcément très engageant. Cette semaine, bonne nouvelle, le gouvernement a annoncé l'arrivée de l'application mobile dédiée. Donc c'est sur iOS et Android, c'est disponible gratuitement, et c'est pour le coup très 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 pratique. Je suis curieux. Je vais regarder sur le l'App Store. C'est vraiment hyper pratique. En J'ai fait, une pensée pour ceux qui sont derrière et qui reçoivent toutes les demandes. les Ça pauvres, doit être terrible. ah bah, une armée de Karen en perspective. Ouais, c'est hein. C'est ça. Tellement. Bien joué. C'est vraiment tellement. ça. Pour ça, quoi. Non, du coup, c'est une application qui est hyper simple à utiliser. En fait, on a pu la tester. Une fois qu'elle est téléchargée, il n'y a même pas besoin de s'inscrire. C'est vraiment, on a le choix entre 17 typologies d'arnaques. Donc voilà, je vous le disais, ça va vraiment de tout et n'importe quoi. Pour le coup, ça se concentre principalement sur les arnaques en ligne. Je pense que c'est pour ça aussi que ça a été déployé sur smartphone. Il y a un rapide questionnaire, mais pour le coup très succinct, qui demande en fait avec qui le litige a été enregistré. Il vous demande aussi un rapide sum up de ce qui s'est passé. Il vous demande potentiellement un numéro de commande s'il y a eu un achat sur Internet. Et c'est tout, en fait. Ensuite, bien sûr, il y a un formulaire de coordonnées pour qu'ensuite ils puissent vous recontacter. L'idée, c'est que ça lance une enquête derrière, c'est ça? En fait, c'est vraiment très rapide. En, je pense, 3 minutes, la plainte, elle peut être déposée. Et ensuite, il n'y a plus qu'à attendre. C'est ça, c'est en fait, tout est transmis à la DGCCRF qui va enquêter, qui ensuite va transmettre la plainte à l'entreprise en question. Et l'objectif, ça va être ensuite de soit trouver une solution à l'amiable, donc je pense dans la plupart des cas, quand c'est un litige financier, par exemple, un refus de remboursement, ce genre de choses, soit dans les cas les plus graves, évidemment, engager des poursuites judiciaires. Donc pour le coup, je trouve ça plutôt pas mal. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je pense qu'à mon avis, il doit y avoir 2 personnes derrière et que tu dois attendre 3 ans avant d'avoir une réponse si tu as une réponse. Alors, C'est souvent le cas, sache mais. Attention. Sache que je l'ai testé en conditions réelles et que ça a mis 2 jours à être transmis à l'entreprise en question. Ok. Donc la DGCCRF a validé en fait, la plainte et l'a transmis à l'entreprise en 2 jours, ce que j'ai trouvé assez rapide. Du coup, je suis un peu surpris, mais oui, alors c'est carrément bien. si Peut-être c'est que le pour cas. l'instant, personne ne l'utilise. C'est peut-être ça C'est aussi. Il y a peut-être peut-être ça, possible. clairement. Et après, il y a des médiateurs de proximité qui existent aussi dans les mairies généralement et qui ont un peu ce rôle-là en fait. Oui, exactement. Mais pour le coup, alors l'application, elle est vraiment, je pense, dédiée à tout ce qui va être problème en ligne sur les plateformes de e-commerce. On rappelle juste que depuis son lancement en 2020, donc c'était il y a moins de 3 ans, il y a eu 500 000 signalements qui ont été faits sur la plateforme donc, web de Signal Conso et plus de la moitié concernait du coup des ventes en ligne.
Donc ça peut être... Absolument. généralement, c'est des refus de remboursement, par exemple, dans des cas de litige, de Est-ce colis qu'on a non accès livrés. aux données publiquement? Je ne crois pas. Parce que ça pourrait être intéressant de justement pouvoir cross-reference et voir une dynamique où, je sais pas, L'open data. une boutique en particulier est plus visée sur ce genre de truc. Tu vois. Non, honnêtement, je pense pas. En tout cas, moi, j'ai pas trouvé. Par contre, c'est hyper intéressant parce que voilà, il y a vraiment ce côté d'instantanéité et de rapidité. Alors, c'est bien et c'est pas bien. C'est-à-dire que maintenant, potentiellement, dès qu'on va avoir un petit C'est problème le avec un monde de la commerçant, on va carène, passer par la de ouf, ouais. DGCCRF. Euh, Ah. je- Excuse-moi, je te Oui. coupe, mais on a une breaking news. tout à fait. J'allais en Vinted parler. a arrêté d'accepter PayPal maintenant sur sa plateforme. Ce qui va être un petit peu très chaud bien. niveau réclamation. Ouais, Mais c'est ce pour qui les n'est pas réclamations, si c'est pas ouf. étonnant que ça, étant donné qu'il y a énormément en fait, d'arnaques au PayPal sur Vinted. C'est hyper courant de... c'est des gens du coup qui disent oui, je t'achète ça du coup au prix sans négocier. On passe par PayPal, tiens, c'est mon lien. Et en fait, ça permet assez Tu annules facilement. tu peux annuler après la vente et récupérer tes thunes. Alors, Ça m'est déjà arrivé. Voilà, soit Et c'est ça des fait sites mal. Quelques jours pour miroirs, faire la soit tu peux réclamation, ensuite ouais. annuler. Ouais. C'est assez problématique, donc c'est pas vraiment étonnant que Vinted prenne ce genre de décision. Mais voilà, du coup c'est intéressant, je trouve, comme idée de pouvoir faciliter les démarches. Reste à voir si les plaintes aboutiront rapidement, voilà. si ça va être... Ouais, c'est le cœur du truc en fait. Hein. Ouais, C'est- exactement. Moi, j'ai une petite question. Quand tu dis qu'au bout de 48 heures, la plainte, enfin ce que tu avais fait, est arrivé à l'entreprise. Mm. Est-ce que tu sais sous quelle forme, quel texte est arrivé, ou c'est pas Aucune un idée. bot, ou c'est pas une réponse automatique d'une machine qui a renvoyé ta plainte directement vers l'entreprise? Alors je sais juste que la DGCCRF a validé on va dire la recevabilité de ma plainte. Yes. Donc, je suppose qu'il y a peut-être un pré-check de dire, tu vois, si la plainte est complètement irrecevable ou si elle est complètement farfelue, ou voilà, Mhm. on l'envoie même pas à l'entreprise, on va pas les flouder avec ça. Du coup, il y a quand même un premier travail de vérification. Ensuite, je D'accord. pense que ça reste quand même assez automatique. Pour l'instant, Parce que le truc, c'est que l'entreprise reçoive la plainte, c'est une chose, Amandine, mais si après il se passe rien du tout, c'est ça. le Ça va problème, être- quel ça va est, être la question. le recours qu'a le consommateur qui serait fait arnaquer s'il ne se passe plus rien après, Après, ça sachant te- que c'est seulement de transmettre la plainte? Ouais, mais ça priori, te fait non. une traçabilité légale beaucoup Traçabilité plus, beaucoup légale. plus Mais la facile. même chose, on rentre dans une machine, parce que moi j'ai vu Brésil 15 fois. Hein. C'est le côté où tu rentres dans une machine et c'est très très long, tout ça, les Ouais. process. Quand tu parles de 500 000, peut-être, en effet, tu en as parlé, c'est pas encore super connu, Amandine, mais imagine que ça grossisse et que le nombre d'arnaques en ligne grossisse. Comment est-ce qu'on va absorber le flux de plaintes et à un moment donné, est-ce C'est- que c'est le toute goulot la d'étranglement question, et on ne sera pas flodé, quoi? C'est toute la question, ouais. Ouais, et là où c'est intéressant, effectivement, c'est si eux derrière, alors peut-être pas en open data, mais si eux ils ont des renseignements et qu'ils voient clairement qu'il y a un site où c'est Voilà, des arnaques, c'est ça, de regrouper. permettre de l'attaquer, de le bloquer. C'est peut-être plus point de vue statistique. que ça Non, me C'est semble là bien. où je trouve ça dommage que ce soit pas en open data justement. Ouais. Ça fait On partie puisse de le ce genre voir, de nous, statistiques qu'on consommateurs. devrait en tant Ouais. que consommateur Après- avoir, ou en tant que journaliste au moins, quoi, tu vois. Faut, Ouais. faut se méfier, je suis bien placé Ça pour peut le être savoir. dangereux aussi, oui. Les avis, par exemple, les avis Google qui sont un exemple. Les faux, tu type. veux dire? Mm. Oh, oui, c'est pété. Hein. La moitié des, honnêtement, Moitié quand tu sont des regardes faux, les ouais. fiches Google, la moitié sont faux. Généralement, ceux qui commentent et qui mettent des mauvais commentaires aussi, c'est. Il faut savoir que quand un client a C'est une des bonne carènes. expérience, voilà, c'est ça souvent. Il n'y a pas que ça, hein, des fois c'est légitime, etc. Bien sûr. Mais c'est un vrai problème pour les commerçants. Les avis sur les fiches Google, c'est horrible parce que tu as quasiment aucun. Tu peux rien faire avec. Tu peux contacter Google, mais s'ils s'en occupent, ça prend 6 mois. Quoi. Donc, c'est quelque chose que les consommateurs regardent systématiquement aujourd'hui. Un mauvais avis Google. Amazon, acheter un produit, t'as Voilà. des avis, et puis Voilà, il y a, Non, mais il y a même un les paquet de faux restaurants. aussi. oui, les restaurants, Les restaurants, Mais Amazon, tout ce plus qui est- l'avis est tout ce qui est détaillé avec des commerçant, photos, des vidéos, plus c'est un truc qui est déjà sponsorisé. Tu vois, Oui, le mec, souvent. c'est le mec qui a fait le produit qui dit voilà, je t'ai mis ça dessus. Quoi. Moi, je me méfie Ça, c'est terriblement. un autre sujet, mais les avis de consommateurs sur les fiches Google et sur les sites comme Amazon, c'est un vrai sujet Un vrai sujet. qui, à mon avis, où un jour le législateur va se pencher dessus parce qu'il y a des vrais problèmes dessus. Comme ce que tu dis, hein, il y a des trucs qui sont des vrais sujets. Donc, moi, ce qui m'ennuie, c'est le goulot d'étranglement qui est possible, tu vois, par rapport à l'annonce qui est vachement bien à la base. C'est louable. Oui, bien sûr. Ah, mais l'annonce est très bien. Voilà, reste à voir comment ça va se concrétiser parce qu'effectivement, pour l'instant, c'est rapide. Et encore, je dis c'est rapide. La plainte a juste été transmise. Reste à voir comment ça va pouvoir se concrétiser. Et est-ce que justement, je finirai avec ça parce qu'on a beaucoup de sujets. Est-ce que le commerçant en face a peur quand il voit ça arriver ou il se dit bah, tu vois, de toute façon, c'est un bot qui me l'a envoyé au suivant, next? C'est là le problème. Quelle est la Je sais pas. légitimité de ça pour le moment? Je sais pas. Je pense que la légitimité est quand même présente, étant donné qu'on est sur un organisme gouvernemental. Après, je D'accord. dis ça, bon, il y a bien eu Adopi, mais
Ça peut forcer à faire bouger la DG. Ouais, c'est potentiellement, CGRF, je me rappelle jamais. La DGCCRF, elle a quand même un CCRF. certain poids. Mhm. Moi, ça m'est arrivé une fois d'avoir une galère. C'était il y a très longtemps avec. À l'époque, c'était Nous. Rappelez-vous de ce fournisseur d'accès de l'enfer, NOSS. qui est devenu SFR, c'est encore pire, mais c'est un autre sujet. Et NOS, pardon. où il voulait pas me désabonner pour une raison quelconque, si tu veux. J'ai envoyé un courrier avec une copie, alors la DGCCRF, DGCCRF. et bizarrement, tout de suite, ils ont fait ok, d'accord, c'est bon. Ouais, C'est pas ce moment ça- où il y avait du monde dans les magasins qui faisait la queue devant parce qu'ils n'arrivaient pas à se faire des abonnés. Oui, C'est ce moment exactement. où ils voulaient C'est péter ça. les boutiques et tout. Moi, Voilà. j'ai assisté à ça dans la presse. J'étais Oui. là, on en est là, quoi. Oui, c'est ça. Donc ça a vraiment un effet sur les entreprises quand elles voient qu'on commence à attaquer de ce côté-là. Elles se disent oula, c'est peut-être mieux que je laisse tomber. C'est ça. Il y a un côté, des fois, c'est juste dissuasif, même sans avoir à avoir recours à ça, Mhm. ou juste en lançant la plainte et Mhm. en informant, du coup, le commerçant ou Et si on l'entreprise. reçoit 10 plaintes dans la journée, ils se disent, bon, je commence à avoir chaud. C'est ça. Potentiellement, ça peut être It's problématique. getting ouais. hot in here. Voilà. Merci Amandine, on se retrouve dans quelques instants, mais il y a un truc, c'est vrai qu'une émission du GDH, on ne parle, regarde, il était en train de jubiler. Une émission du GDH, on ne parle pas de méta pour essayer d'en mettre un peu plein la gueule. Ah, méta, c'est pas une émission du GDH. Ouais, il n'y a pas besoin de nous forcément. On ne Non, fait, il se le fait on tout ne fait seul. que relayer les informations qui. Tout seul. Il se débrouille très bien tout seul pour s'en Voilà. prendre plein la gueule. Les pieds dans le tapis, Voilà. le nez Et dans la hop. gueule. Ah, La effectivement. tête dans la moquette. Alors, c'était pas une bonne semaine pour Meta, rappelons. Donc, Meta, la société anciennement Facebook, puisqu'il y a eu 2 grosses news cette semaine. La première, c'est une amende record 1,2 milliard d'euros. Donc, Tout va bien. c'est l'équivalent de la CNIL irlandaise, en fait, qui a attaqué Meta, qui donc a donné une amende concernant le traitement des données. Donc, c'est le fameux RGPD européen, qui semble avoir été respecté de façon un peu moyenne par Facebook, Oh, bizarrement. On est tous non. surpris. Moi, Voilà. je suis extrêmement surpris. Puisqu'effectivement, ils auraient transféré illégalement des données d'Européens sur des serveurs aux États-Unis. Américains. Oh, Bon, bah non. c'est Quelle surprenant. surprise Amandine, t'es Probablement. surprise. Voilà. J'arrive pas à y croire. Elle n'arrive Je pas à y suis, croire, Amandine, carrément. Espantée. Voilà. Comment est-ce possible? Probablement une erreur, bien entendu, Bien qui sûr. n'était pas voulue du tout. D'ailleurs, évidemment, Meta a fait appel en disant non, mais vous vous trompez, etc. En dehors de ça, il y a aussi un problème de sécurité, puisqu'il semblerait que les données en question n'auraient pas été suffisamment protégées. En plus. Et voilà, Les bon, mecs. oh, les Double autorités flush au bar. américaines auraient pu mettre la main dessus. Donc, c'est un peu limite. Alors, 1,2 milliard d'euros, c'est quand même la plus grosse amende jamais prononcée. C'est la CNIL européenne, mais en fait, c'est au niveau européen, puisque c'est le règlement effectivement européen. Et c'est pas la première fois que ça arrive, puisque, même chose, là, que les Irlandais, ils sont un peu chauds là-dessus. Ils avaient déjà donné une petite amende de 5,5 millions d'euros, je crois que c'était l'année dernière, pour une violation de la vie privée sur WhatsApp. Alors, voilà. Ah, c'est la totale. Ça commence à faire beaucoup pour Meta. Ça commence à faire. Ah, 1,2 milliard, ça commence à chauffer quand même. 1,2 milliard, oui. Ils vont mais, commencer à chauffer là quand même. Alors, je voudrais pas incriminer Meta, mais je pense que la théorie de l'accident est assez réfutable, sachant qu'en fait, ils ont utilisé un dispositif qui était légal aux États-Unis à l'époque, qui s'appelle le Privacy Shield, et qui justement permet en fait de contourner un peu, en gros, toutes les lois qui ont recours à la vie privée. Tu les prends et tu les balayes. Et c'est pour ça que les VPN américains, faut pas. Voilà, et c'est pour ça que en fait, le Privacy Shield a été invalidé par le RGPD en 2016, il me semble. Et du coup, Meta a un petit peu tardé à se mettre en conformité. Et là, Si. une fois de plus, merci l'Europe, parce que c'est vrai que grâce à ça, quand même, ça Ouais. protège un peu nos données. Je vous le dis, la Commission européenne depuis le début. Alors, dans le même temps, deuxième petit effet qui se coule, tu vois, au moment où effectivement ils sont pris les pieds dans le pavillon, ils sont tombés, ben, un petit coup de pied dans la tête, puisque Meta, là c'est l'Angleterre et c'est la CMA, donc la fameuse CMA qui bloque le rachat d'Activision par Microsoft. Donc ils sont arrivés, clac, petit coup sur la nuque, puisqu'ils ont été obligés de revendre Giphy. Alors Giphy ou Jiffy? Tristesse. Jiffy. Non, Giphy. Jiffy Jiffy Ne Comment ça lançons se pas passe ce Ça fait un débat, peu magasin enchaîne. Donc, le fameux site de GIF où tu peux trouver tous des GIFs animés en fait, qui pour la plupart sont tirés de série. Je me suis toujours posé la question d'ailleurs, d'un point de vue droit, propriété intellectuelle là-dessus, comment ça se passait. Ça appartient à tout le monde. Je pense On va que- déjà beaucoup parler ici. Ça C'est vrai qu'il y a un appartient à gros tout le monde. problème. Hein. Alors, Alors là, moi, je me suis toujours posé la question. En tout cas, Facebook avait eu la bonne idée de racheter pour 400 millions de dollars en 2020, c'était il n'y a pas longtemps, la plateforme, en se disant, on va l'intégrer partout, WhatsApp, Instagram, etc., etc. Seulement, effectivement, la CMA du Royaume-Uni a décidé de faire un petit coup. Oui, mais pour Giphy ou Jiffy, alors du coup, comment on prononce Il y a un vrai débat sur la prononciation. La prononciation. Il y a un Le débat avec la régie. créateur Bien, du GIF, mais... Oui. Non, mais GIF, Oui, on mais est GIF, d'accord. oui, mais GIF. Mais Jiffy, ça fait vraiment le magasin discount, quoi.
J'ai pas envie Je d'acheter pense des que c'est bougies une dans ces exception cas-là. culturelle française, ça, pour Voilà. le coup, tu Ah, vois. ok. c'est- Bon, Voilà, il faut l'écrire en gros à l'écran et puis que les gens choisiront comme ça ce qu'ils veulent. C'est ça la vie. Ah. Ok. Ah, voilà. Le Parfait. peuple a la réponse. C'est Voilà. nickel. GIF ou Toujours. GIF? Donc du coup, la CMA a obligé Facebook à revendre. Alors ils l'ont acheté 400 millions de dollars. Ils Revendre le la boîte. revendent. Hein? Ils les ont obligés à revendre la boîte. Oui, à revendre parce qu'en fait, il y avait un problème de concurrence. Ce qu'ils craignaient que ça restreigne la concurrence sur le marché de la publicité sur les réseaux sociaux. Alors, ne me demandez pas pourquoi, ça doit être un peu technique, des questions de droit. Mais en tout cas, donc là, pour le coup, Meta a dit OK, bon, on lâche l'affaire, on le revend. Le petit problème, c'est qu'ils l'ont revendu à 53 millions de dollars. Voilà. Divisé Ah, par. mais ça, s'en fait par une beaucoup. tannée, quoi. Tannée. Voilà, ils l'ont vendu à Shutterstock, Divisé par qui est 10, un ouais. Tannée Il avait acheté 400 et quelques. 400 Ouais, et quelques. 400. Du coup, Ça divisé fait par une 10. petite ouais. Jamais Ah, ça acheter fait une mal au- entreprise aussi où tu sais Donc, que ça va pas 1,2 durer milliards, longtemps à son plus pic ça. de popularité. Voilà, quoi. ça commence à faire pas mal, surtout mais toutefois, tout n'est pas. Voilà, rassurez-vous, parce que je sais que vous vous inquiétez pour Mark Zuckerberg, vous Ah allez oui. pouvoir s'acheter un nouveau Dors jet plus la privé. nuit. Moi, je Exact. m'inquiète surtout pour savoir est-ce qu'on pourra continuer à envoyer des gifs du coup sur WhatsApp. Oui, Parce que je suis t'inquiète vraiment pas. une vieille personne et j'aime beaucoup faire ça. donc- Je te comprends moi aussi. Oh, je pense qu'à mon avis, ça va se faire. C'est juste que du coup, ce sera pas Meta qui sera derrière. Mm. À partir du moment où c'est une société indépendante, voilà. Ouais. Après, est-ce que ça change vraiment quelque chose? C'est une autre question. Donc, rassurez-vous donc, Mark Zuckerberg, tout va bien pour lui, puisque c'est probablement le milliardaire qui a connu la plus grosse augmentation là dans les premiers mois de l'année. Ah. Sa fortune a effectivement gagné 44 milliards de dollars cette année. Sérieux? Ouais, Donc tout à les fait. 1,2 milliard, enfin c'est de lui, sa fortune personnelle, je suppose. Alors, c'est évidemment, ça prend en Ah, compte. ça c'est- va, il met la c'est- main à la Le poche. patrimoine, la mis boîte la et tout, main. je Voilà, pense. Ouais. c'est surtout ses actions Facebook, puisqu'il a 13% de Facebook. Et une grosse partie du truc, c'est qu'aussi Facebook, l'année dernière, s'était pris un sacré gadin en bourse. Et donc, la réaugmentation des actions a dû mathématiquement augmenter la valeur de son patrimoine. Et actuellement, donc, si vous vous posez la question, la valeur nette actuelle de son patrimoine est de 89,9 milliards de dollars. Mais, Eh mais ben, le chiffre est tourné la franchement, tête, on s'imagine pas, moi, c'est ça comme me l'univers est rassure pour lui, infini, tu tu vois. me dis Ça me ça, rassure, moi. je sais que t'étais inquiète. Moi j'ai du mal à y croire, Voilà. l'univers est infini, oui, bah c'est la même chose Voilà. là. Par contre, il est sorti a priori du top 10 des milliardaires, puisqu'il n'est plus que la 12e C'est un personne Français qui est la le premier, plus je crois. riche du. Ouais, C'est ouais. Bernard. Bernard Arnault, Non, toujours. Oui, je crois que Ouin, c'est ouin. monsieur. Oui. Tout à fait, qui est numéro Cocorico. 1. Ça fait 20 ans qu'il oscille entre la première place et la Oui, c'est 5e ça, place. donc, c'est une belle oscillation. toujours là, monsieur LVMH. Alors, on a une petite réponse qui va nous arranger, franchement. Ouais, j'ai Concernant- vu. Non, par contre, c'est GIF, il GIF n'y a ou pas de débat. GIF hein. ou machin, c'est 50 Non, GIF, c'est GIF. Non, GIF, il n'y a Le pas de dé- débat. le- C'est C'est GIF. GIF ou GIF Le on a débat, c'était demandé. pour Jiffy ou Voilà. Jiffy. Jiffy ou Giphy, c'était ça la question, parce qu'un GIF, ouais, un GIF, voilà. Non, GIF, il n'y a pas de mais débat. Si c'est GIF, c'est Jiffy. Si c'est GIF, c'est Jiffy. Ah, c'est pas aussi Mais bon, simple. il y a 50-50 sur le sondage, Voilà. en fait, ça nous aide pas du tout. ça tombe bien que c'est votre dernière émission, Florian, parce que vous êtes insolent en plus, je trouve, avec des gens en plateau qui ne vous veulent que du bien. Sachez-le. Merci dans tous les cas. Maintenant, on va Merci. passer, on donne la parole un petit peu à Amandine. On va encore parler du CNIL, c'est ça? De la CNIL, De la oui. CNIL, pardon. Et oui, comme on ne peut pas La faire une CNIL. émission sans parler de méta, on ne peut pas faire une émission Exactement. sans parler d'intelligence artificielle. Ah, mais oui. Et oui, la CNIL n'a pas attendu l'arrivée de ChatGPT pour s'intéresser à l'IA. Ça, on le savait déjà. Le régulateur français, ça fait déjà quelques années qu'il s'intéresse à l'explosion en fait, des modèles de langage, des IA génératives. Évidemment, ça a pris des proportions bien plus importantes ces dernières semaines, depuis le début de l'année plus globalement. Et aujourd'hui, la CNIL doit faire face à ChatGPT et ses consorts. Bon chance. Bon chance, exactement. J'adore. Voilà, donc le régulateur français est un peu dans la panade. Et cette semaine, il a dévoilé son plan d'action pour, Ça fait peur déjà. Oula. Plein pour d'actions réguler comme l'IA. ça. Alors, non, vraiment, ne t'inquiète pas, il n'y a Moi, rien je suis de... pas inquiet, mais je. Oh non, vraiment, il ne faut pas s'inquiéter là en termes... Enfin, c'est très vague, hein, donc on va y aller tout doucement. Le plan, c'est qu'il n'y a pas de plan. C'est un peu ça. Je dois mouiller, tu sais. Non, en fait, en Italie, à titre de comparaison, la réponse du gouvernement, ça avait été, je ne sais pas si vous vous rappelez, de bloquer ChatGPT temporairement depuis Oui. On en le avait parlé chatbot ici. a été Ouais. réautorisé. Ce blocage, il avait permis, malgré tout, dans toute l'Europe, d'évaluer en fait les risques éthiques liés à l'intelligence artificielle et surtout d'évaluer sa conformité ou non avec le RGPD. Il y a notamment pas mal de points qui avaient été soulevés, notamment sur le traitement des données, sur la manière dont OpenAI stockait vos historiques de navigation, stockait vos données de paiement notamment, utiliser ensuite vos échanges avec l'IA pour entraîner ces bots. Donc, ouais, il y avait vraiment eu pas mal de sujets problématiques qui avaient été soulevés. En France, on s'est beaucoup inspiré du coup de l'Italie. En tout cas, ça, c'est la version officielle qui a été confirmée par la CNIL. Aujourd'hui, il y a plusieurs plaintes qui ont été déposées à la CNIL par rapport à ChatGPT.
Aucune action concrète n'a été faite, donc il n'y a pas eu d'interdiction, il n'y a même pas eu de mise en demeure, il me semble, ou d'action vraiment légale qui a été entamée par rapport à OpenAI. Ce qui est sûr, c'est que le sujet cristallise beaucoup de tensions, notamment à l'échelle nationale. La CNIL a publié un communiqué officiel, je crois que c'était mardi, qui partageait en fait le plan d'action pour réguler un peu plus sérieusement l'intelligence artificielle. Et vous allez voir que c'est rapide. Ouais, je sens déjà C'est la rapide. langue de bois. Je dis Alors, des choses, mais je ne dis rien en vérité, quoi. C'est à peu près ça. Numéro uno, comprendre le fonctionnement des systèmes d'IA et leur impact sur les internautes. C'est plus généraliste. Alors meurt. déjà, Ça veut on va rien installer dire. le logiciel. On va voir si on Déjà, comprend. Rien En fait, dire. c'est comprendre comment c'est que ça marche. Quoi. Ça veut rien dire. Numéro 2, encadrer le développement des systèmes d'IA et faire en sorte qu'ils soient plus respectueux de la vie privée et Est-ce que des quelqu'un données peut faire un bruit de personnelles. flûte en même temps, un truc, Ouais, un truc, c'est en même vraiment, temps, un truc où on peut avoir d'animation, tu vois, un truc où on violon. va, C'est la ça. bonne franquette. Et le troisième, parce que vraiment, on s'en doutait pas, accompagner les acteurs innovants de France et d'Europe Ah, dans le bah, secteur de l'IA. Bah, La bien French sûr. Tech. La French Tech. la fameuse. Voilà. Yeah. La cacarita. Donc vraiment, on est sur un plan, somme toute, assez bateau. Enfin, on aurait pu le ce plan, matin, c'est tous, juste. hein, je veux dire, Ouais, où je vais, tu dis, oui, je vais alors, regarder c'est ce qui se passe, quoi. Comment Voilà. encadrer, vive les Français. Écoute, j'ai quand même bon espoir. Au revoir. Oh non, tu restes. Je rappelle Tu de restes. celle-là. Amandine. Non, j'ai quand même bon espoir que ce soit vraiment une espèce de déclaration très préliminaire et que la CNIL fasse plus d'actions concrètes dans les mois et les semaines, enfin dans les semaines, les mois, même les années à venir. La CNIL a quand même toujours été plutôt bonne élève sur les Ouais. questions, je trouve, de l'intelligence artificielle et même généralement de la gestion des données personnelles. Je pense qu'il va y avoir vraiment une carte à jouer là-dessus, puisque tu l'avais dit, en Europe déjà, on est quand même plutôt figure d'innovation et plutôt leader sur les questions de l'éthique des données personnelles. La France est quand même particulièrement bonne élève avec l'Italie et l'Irlande. Voilà, on va observer. Le problème de la CNIL, en fait, c'est qu'il manque de moyens. C'est ça, il y a un vrai problème. Ils sont très peu, en fait, pour gérer littéralement des millions Mais d'entreprises. même quand ils ont des moyens, la moitié du temps, ils sont pas écoutés. Donc, Oui. Oui, voilà, c'est ça. Mais après, j'ai eu l'occasion d'avoir un contrôle CNIL. Oui, tout à fait, dans un de mes Et magasins. ça existe. Oui, ça existe, tout à fait. Alors, c'est arrivé une fois en 20 ans, donc tu vois. ouais, hein. Et j'avais discuté avec eux longuement à cette occasion-là. Et en fait, c'est vrai que c'est compliqué pour eux parce qu'ils ont très peu de moyens, en fait. Ils ont pas le. Donc, ils font au mieux, ils ont vraiment de bonnes intentions et c'est un bel C'est un organisme. vrai problème. Mais voilà. Et surtout, il me semble que la CNIL n'a pas les moyens de prononcer des amendes extrêmement lourdes ou ce genre de choses. Enfin, on n'est quand même pas sur Ce sont l'Irlande. des sortes de lanceurs d'alerte Ouais, améliorés. je Ouais, vais dire, c'est vraiment ça. le C'est un truc, lanceur c'est qu'ils d'alerte sont là pour gouvernemental. pointer du doigt en Quoi. disant regardez, il y a ça, vous êtes au courant, nous on vient parce qu'on l'a remarqué. Mais c'est le problème, c'est que vu que leur rôle, c'est de dire vous devriez faire attention à ça, la moitié du temps, ils sont pas écoutés. Alors que Bah la oui, parce plupart que tant du temps, que ils t'as sont pas le bâton corrects, et que quoi. tu balances un grand C'est ça. truc dans ta Mais tu vas m'écouter Mais maintenant. maintenant, et le petit taquet comme ça. Alors, on va changer de sujet parce qu'il faut savoir que tout à l'heure, là, si vous atterrissez dans cette émission, il faut savoir qu'officiellement, regardez nos mines des fêtes, c'est la dernière émission du JDH sur le stream. Donc, on est là, on vous prépare une petite surprise tout à l'heure, on fait une émission, on donne tout comme toujours, c'est du délire. Mais tout à l'heure, vous allez avoir une petite surprise quand même qui va être intéressante sur le plateau, ce qu'on appelle un happening, qu'avec des choses cool. Voilà. Voilà, maintenant, on va parler de choses cool également. Il paraît. Enfin, non, Non, attendez. pas très Attends, cool. attends. Je te le relance parce qu'il y avait de l'humour derrière. Il paraîtrait, d'autant disent, Amandine, que en France, les jeunes seraient de plus en plus enclins à consulter des sites pornographiques vraiment de plus en plus jeunes et que c'est extrêmement problématique. Alors ça, c'est pas une nouvelle qui est foncièrement étonnante puisque c'était il y a déjà quelques années, une première étude avait été publiée à ce sujet-là et en fait, on avait vu que l'âge moyen d'accès à la pornographie en France, C'est 11 ans, non? C'était 11 ans. Moi, ça m'avait sidéré. C'était 11 ans. Entre Donc, au collège. voilà, c'est vraiment l'entrée au collège. Au moment où Finalement, ils est-ce que se montrent c'est tous le smartphone, quoi. La sixième. très étonnant ouais. Quelle classe? On arrive chez les grands. Exactement. Exactement. Là, en fait, on va s'intéresser plutôt aux habitudes et des mineurs par rapport à la pornographie. C'est une étude qui est tombée ce matin de l'Arcom et de Médiamétrie. En fait, c'est une étude qui dévoile qu'en 2022, les mineurs sont 2,3 millions à avoir consulté un site pour adultes au moins une fois.
Donc c'est un chiffre énorme, on va pas se mentir. C'est un chiffre qui est en hausse de 36% en l'espace de 5 ans. Donc ils étaient 600 000 de moins en 2017. Donc on peut clairement effectivement poser la question du rôle des smartphones dans ce genre de phénomène grandissant. On l'a dit, donc la moyenne d'âge d'accès à une plateforme pornographique pour la première fois, c'est 11 ans, ce qui est extrêmement tôt. Par contre, ce qui est un peu étonnant, puisque c'est une étude, alors je vous invite à lire l'étude complète sur le Journal du Geek, mais l'étude est vraiment assez détaillée sur les habitudes des mineurs à ce niveau-là. Ce qui est étonnant, c'est que la proportion en fait, de mineurs, même très jeunes, ayant accès à la pornographie, elle est sensiblement la même que chez les adultes, en fait. Elle ne bouge pas entre les mineurs et les majeurs. C'est-à-dire que, par exemple, les jeunes de moins de 18 ans, ils passent en moyenne 49 minutes par mois sur des sites pornographiques, pour une session moyenne d'environ 7 minutes. Ce qui, nous le savons, est suffisant. On a dans le chat parce que c'est suffisant. J'ai envie de canner. Ne ce mentez truc, pas, j'ai on envie sait que de oui. canner. J'espère qu'un jour on pourra faire un. Alors, Pornhub a des statistiques des stats détaillées, très détaillées, qui sont à la fantastiques. seconde près, qui sont assez incroyables. Oui. Du coup, ce qui est intéressant, c'est de voir que ce chiffre moyen, il est en hausse. Donc, les plus jeunes, par exemple, sont les plus friands, on va dire, de sites pornographiques. Et en fait, les plus jeunes de 12-14 ans sont ceux qui passent le plus de temps par mois sur un site pornographique. Donc, avec 57 minutes de moyenne et pour les garçons et 49 pour les filles. À titre de comparaison, alors, pour les adultes, le temps moyen passé par mois sur un site pornographique, il est 2 fois plus important, donc il est d'environ 2 heures, avec une session moyenne de 16 minutes. Que faut-il en dire ? Je vous laisse en déduire ce qu'il C'est faut pas en les déduire. adultes plus 18-24 ans. Parce Non, qu'à partir non, de 18 ans, on prend les C'est adultes. ça. Même Oui, quand ça tu va. dis mineur, c'est même 11 ans et que c'est considéré Alors, dans l'enquête comme des mineurs. Là, c'est ça. en l'occurrence, l'étude médiamétrie, elle cible les... Alors, c'est un peu bizarre dit comme ça, mais elle cible vraiment les mineurs, donc de 3 à 18 ans. Alors, j'ose espérer que peu d'enfants de 3 ans voient des Ouais, sites j'espère pornographiques, quand c'est très grave. Mais voilà, en tout cas, elle s'intéresse à cette tranche d'âge-là en particulier. Donc, ce qu'on comprend, c'est que 11-12 ans, ce sont en fait les mineurs qui regardent le plus de sites pornographiques Et ils par mois. découvrent. Je pense Ils ont qu'il pas y a Avec encore les leur potes, tag préféré. ils ont le L'effet, smartphone. exactement l'effet de découverte. Ah oui. En fait, cette étude, elle Vraiment permet faux, surtout Reza. de... Sois honnête un peu, merde. Mais du temps à à chercher. chaque fois, Margot, Je c'est sais, là, je on sais, est dans le je sais. sommet à chaque fois. Bravo. Voilà, il découvre. Putain, les gars, Normal. c'est foutu là. Cela dit, tu parlais des enfants très jeunes. Je me rappelle Ah, d'être je tombé vois. sur une parodie de Tubis qui était assez vilaine. Oulala. Oh merde, non. Non, dans ta tête, ça commence à. Tu vois. Ouais, moi j'ai peur de Non. ces choses-là parce que c'est mes dessins animés de l'enfance du coup. Quand je vois ça, Ne cherche pas ça sur certains sites. Jamais. Amandine. Oui, en fait, cette étude, évidemment, on en parle à peu près toutes les semaines ici, elle permet surtout à l'ARCOM de conforter sa position dans la nécessité de protéger, de légiférer. sur la Ah, protection des mineurs dans l'accès à la pornographie. Ce qui est clairement nécessaire au vu des chiffres qui sont proposés. Est-ce que les chiffres sont pas en plus sous-estimés? Alors, Parce que franchement, Si, je pense. il Les faut chiffres- arrêter de. Il faut pas se mettre la tête dans le sable comme l'autruche moyenne. Les Je veux dire, chiffres le truc, sont c'est que, très, à mon avis- sans aucun doute sous-estimés. Après, il faut quand même noter que le mode opératoire de cette étude, c'est pas sur de la déclaration. C'est du coup, c'est sur les résultats médiamétrie. Donc, je ne sais pas si vous savez comment ça se passe chez médiamétrie. Quand on fait partie du panel ordinateur, donc chez médiamétrie, il y a le panel télévision, le panel informatique. Quand on fait partie du panel informatique, en fait, on installe un logiciel, un espèce de tracker sur chaque ordinateur, sur chaque smartphone de notre foyer. Donc, il faut les détailler de manière extrêmement précise. Il faut aussi détailler qui y a accès en détaillant en fait l'utilisateur principal. Et à chaque fois qu'une personne tierce qui fait partie du foyer en fait utilise mon ordinateur par exemple à moi, elle doit dire hey, là c'est moi. Donc potentiellement le chiffre est largement sous-évalué puisque je suppose que un enfant qui va sur l'ordinateur familial pour regarder un petit boulard ne va pas Ça dire va pas dire. c'est moi. Voilà. Fais ma petite affaire. Oui, non, C'est- c'est exactement. papa. Donc en fait elle conforme 3 fois plus vite. C'est papa. Un truc horrible. elle conforte l'ARCOM dans sa décision de légiférer. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que vu que le process de l'étude a été fait justement via les trackers médiamétrie, ce qui est notable, c'est que les smartphones sont en première position en fait dans le visionnage de films pornographiques
rien d'étonnant à ça, surtout pour un Bah, mineur c'est des qui jeunes potentiellement à n'a pas très l'école, envie. dans la cour à 11 ans, 12 ans, ils se montent les smartphones. Exactement. En fait, 83 des mineurs donc, qui ont déjà eu accès à un site pornographique utilisent leur smartphone pour consulter ce genre de site. Logique. Et même, en fait, 75% ne consomment des sites pornographiques que via ce biais. Logique Donc, aussi. il n'y a rien de vraiment étonnant à ça. Par contre, on peut se poser la question... Tu gardes l'historique dans ta poche. Personne n'y a accès. C'est logique, Alors, c'est tout à fait avec logique. la synchronisation des historiques Google, c'est beaucoup moins vrai. Ouais, c'est vrai. La navigation privée est quand même ton Oui. ami. Merci Amandine, C'est super merci conseil les du garçons pour vidéo. ce débat. On aura l'occasion d'en reparler parce que Les vrais Ah, utilisaient leur on PSP va, à on va l'époque. refaire des choses ensemble avec sûr. Amandine parce qu'alors là, Amandine, journal du geek, hein. Exactement. Tout ça, ce que tu as dit, c'est sur le journal du geek. Oui, on a sorti une étude de l'étude en extrayant les chiffres les plus intéressants, mais oui, c'est assez dense et c'est hyper intéressant de voir en T'as fait. tous les chiffres sur le journal du geek, ouais, vous avez tout exactement. mis. Enfin, je vous conseille donc d'aller voir un petit peu l'enquête parce que ça, on en parle à chaque fois, mais c'est vrai que ça peut faire sourire, mais c'est un vrai sujet. On n'est pas sur quelque chose qui n'est pas important, c'est un truc qui est super important. Donc voilà. Dans tous les cas, comme on a un super happening à 17h35, on va donc accélérer un petit peu la manœuvre avec quelque chose d'inhabituel. Ça va être très très rapide, ça va être du caviar, une petite hands-on, une petite prise en main rapide cette fois-ci. Voilà, jingle, vous allez voir, c'est un petit peu. Eh bien, pour une fois, je vais passer un PC à Otaksu. Oula. Alors, le monstre qui est ici, je vous explique l'histoire. Moi, je ne suis pas le roi du PC, loin de là, mais par contre, j'en utilise parce que je fais du montage et autres. Et je suis passé à la Paris FanFest Geek, voilà, pardon. Et puis, je suis rencontré sur place Nvidia et l'équipe de MSI qui m'a dit « Ah, Pépé, tu as des problèmes de montage, voici la bête ultime. Toi qui veux monter en 8K sans que ça traîne, sans que machin, Otaksu est déjà en train de se foutre de ma gueule, c'est un régal. Voici un produit qui est extraordinaire. » Alors, donc, il est là, devant le bipède ici présent, tout à fait chevelu et peu poilu des poils du haut. Il s'appelle le MSI Stealth 17 Studio A13V. Alors je peux vous dire tout de suite que c'est un monstre, une bête de compétition. Je pense que Otaksu pourra en parler un peu plus que moi. À bord, il y a un Intel Core i9 13e génération, carte RTX 4090. M'arrête de manger des conneries. Truc important par rapport à MSI, quand on sait que la plupart des pannes, c'est la charnière. Est-ce que tu peux montrer que les charnières sont pas au même endroit et que cette fois-ci, ils ont mis ça au milieu? Là, c'est central. C'est central. C'est parce que central, quoi. sur les côtés, ça se pète un petit peu. Moi, j'ai pété le mien comme ça. C'est marrant, ça me fait c'est un peur peu mieux comme ça me ça. fait Voilà. peur de voir la charnière comme ça. Ça, J'ai l'impression ça que c'est plus fragile. Eh ben non. Non, ils ont Non, fait. c'est plus simple parce que du coup, tu as une grosse barre Voilà. centrale qui te Et- permet d'avoir. Les autres sur les côtés, J'ai peur ils de se. casser les Ouais, c'est ça. extrémités Les du- autres sur les côtés se pètent assez facilement. Donc voici, on a un écran 17,3 pouces, donc c'est le plus grand, en QHD 2560 x 1440. À Compatible bord- 240 Hz. Voilà, tout à fait. Vous avez tout ce que voilà. Avec 12 Go sur celui-ci, on a donc 64 Go, 2 x 32 Go en mémoire, 2 Tera de stockage. Alors paraît-il qu'il y a un nouveau système de ventilation qui est dessus, avec en plus une webcam HD infrarouge. Moi, ce que j'ai vu, c'est que sur place, parce que je ne suis pas Otaksu, j'ai vu que les gars étaient en train de travailler avec du 8K, avec une fluidité hallucinante. Je dis, bah voilà, c'est pour ça que je voulais vous en parler de ce produit, parce que c'est un produit qui est à la base un peu pour les créateurs. C'est-à-dire qu'eux disent, OK, on est MSI, enfin C'est MSI. principalement pour les créateurs. Voilà. C'est-à-dire que moi, j'en ai un autre qui s'appelle le P76 Creator, machin truc, qui est vraiment destiné aux créateurs. Moi, je rame très peu avec. Donc, c'est un produit différent dont le tarif bas est à 4600 €. Est-ce que je peux faire une petite précision par pitié, te couper, sauve-moi. mais juste pour être sûr, si vous êtes joueur sur ce genre de configuration, il faut voir qu'en fait, là où on parle d'un PC qui est créateur, c'est que quand bien même vous avez dans ce truc-là une RTX 4090, elle ne fonctionne pas au maximum de sa puissance qu'elle pourrait avoir. Une RTX 4090 de mémoire sur mobile, ça peut aller jusqu'à 140 watts si je ne m'abuse. Là, on est à 105 watts. Donc, il y a un sacrifice de performance. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la puce va surtout utiliser l'accélération matérielle pour le montage vidéo et la création 3D, deux tâches qui ont moins besoin des performances brutes comme peuvent le faire les jeux vidéo. 175 watts, merci, c'est vrai. Donc du coup, on a quand même une carte graphique entre guillemets sacrifiée. C'est pour ça que si vous cherchez un ordi qui soit full gamer, ce ne sera pas forcément une bonne idée d'aller du côté des ordis créateurs. Alors que l'inverse, par contre,
est jouable. Si vous êtes avant tout gamer et que vous voulez créer, la plupart du temps, les configs gamers auront moins de sacrifices sur les performances, mais du coup, ces performances chez Nvidia, vous pouvez quand même retrouver les drivers studio. C'est ce qui faisait que je disais que le Samsung, à l'époque, si vous vous souvenez d'un test auparavant, était certes fait pour les créateurs, mais vu qu'il était au même prix qu'un Razer qui, lui, ne faisait pas les sacrifices de puissance, autant aller sur le Razer. Voilà. Mais là, dans ce cadre-là, c'est ce qui permet aussi au MSI d'être aussi fin et d'être aussi léger, entre guillemets, pour un ordi de sa classe. Voilà mon pépé, je voulais pas préciser ça. Je suis content que tu en parles parce que moi je te dis, c'est vraiment pour braquer le truc parce que je l'ai vu fonctionner en mode créateur et non pas en mode gaming. Ils s'étaient bien gardé de le faire justement. Ils étaient en mode créateur et je trouvais que c'était une bécane intéressante. Après 4090 à 150, oui, il y a quand même du monde à bord. Donc je rappelle son petit nom de guerre à cette bestiole qui a donc une architecture un peu différente. Alors attention, MSI Stealth 17 Studio A13V, celui-ci. Yes. Voilà, 4600 € en prix bas. C'est un monstre, voilà, je voulais en parler. Et... Pas dégueu. La connectique, elle est... Elle est on a bien. un Ethernet à l'arrière, on a un port HDMI que je devine être un 2 points vu qu'on est en 4090. Je sais pas ce que c'est que ce port-là, pour être honnête. Ça me dit rien comme ça. On a 2 USB-A et j'ai lu sur la fiche technique qu'on avait un Thunderbolt 4, évidemment, parce qu'on est sur un Intel Core i9 13900H ici. Et on a un USB 3.2 Ah ouais, Gen 2 Oui, voilà. DisplayPort. Là, Ouais, mais parce ça, qu'on transpire, c'est la comme tout le monde. dernière, donc on soigne des ports. Alors, un truc qui est vraiment cool, les haut-parleurs sont en façade et pas en dessous. Voilà. Yes. C'est une merveille. Merci, on l'a fait en peu de temps parce que Très, c'est très une bonne petite vanne. prise en main. Moi, j'ai Petite seulement vu zone. fonctionner Voilà. en montage 8K. J'étais assez impressionné par la fluidité. Maintenant, un moment toujours tout à fait télévisable dans cette émission. Il s'agit du test de la semaine. Non, Et- il y a le décryptage. Oh, pardon, oh là là. Veram. Mais c'est lié au test, donc Non, t'as pas mais tort. très important. Alors, aussi une chronique qu'on vous a introduit cette année dans le JDH, qui n'existait pas avant. Et merci à toutes les équipes d'avoir travaillé sur ce genre de choses, parce que moi, j'aurais pas pu la penser moi-même. Il s'agit de la chronique du décryptage, dont voici le jingle tellement sexy. Et on laisse la parole à Otaksu, le seul qui arrive à décrypter des trucs que personne ne comprend sauf lui. Je veux dire, il y a beaucoup de gens qui comprennent. C'est juste parce Mais je que le sais, mais c'est histoire de dire un petit on peu. est au moins 10 déjà. Non, cette semaine et pour cette dernière, je vais vous parler de la VRAM. Pourquoi je vais vous parler de la VRAM? Tout simplement parce qu'elle est au centre d'un immense débat ces derniers temps dans le milieu des cartes graphiques. Donc, autant faire en sorte que vous compreniez ce dont on parle. Donc la VRAM, c'est un type de mémoire ultra rapide qui est conçu uniquement pour travailler avec votre GPU. C'est pour ça qu'il y a RAM classique et il y a VRAM. Le GPU, c'est la carte graphique évidemment, c'est optimisé pour les tâches spécifiques à ce genre de travaux graphiques, puisqu'elle est directement intégrée à la carte graphique elle-même, sur le bus. Elle ne peut pas être augmentée comme peut l'être la RAM classique qui est généralement située à côté du CPU. Le rôle de ce type de mémoire, c'est de mettre en cache les images créées par la carte graphique pour les envoyer ensuite en rendu dans le bon ordre. Mais c'est pas tout parce qu'elle va aussi aller stocker des informations importantes pour la création de l'image, comme les textures utilisées pour la création, histoire que le GPU les récupère rapidement pour pouvoir faire son rendu. Plus la définition est haute, plus l'image est fine et plus ces textures peuvent peser très lourd. C'est d'autant plus vrai aujourd'hui alors que nous avons la 4K et le ray tracing qui sont désormais largement déployés. La 4K veut dire que les textures vont être plus grandes et mieux définies, quand le ray tracing veut dire que les objets eux-mêmes stockent beaucoup plus d'informations, liées notamment à la réflexion et à la dispersion de la lumière. C'est pourquoi aujourd'hui, il y a un énorme débat sur la taille de la VRAM des cartes graphiques. Alors que les consoles ont de la mémoire vive partagée entre les CPU et les GPU de l'ordre de 10 Go sur la série S et de 16 Go sur les PS5 et Xbox Series X, les portages PC ont tendance à en réclamer autant aux cartes graphiques, qu'importe la définition ciblée, l'inverse résultant en l'apparition de problèmes d'affichage des textures, notamment puisqu'il n'y a plus la place de prendre ces textures pour les insérer. Et c'est pourquoi il y a un énorme débat sur le fait que cette RTX 4060 Ti dont on va parler immédiatement n'a que 8 Go de RAM. Là, je t'avoue un truc, il va quand même falloir que je repasse le replay de tout ce qu'il vient de me dire, parce que j'ai essayé de suivre. Qu'on soit clair, j'étais On là, est je sur m'accrochais, j'ai bien mangé, j'ai pris un thé vert, j'ai pris du miel, je suis en pleine forme. Et là, malgré tout, il y a 2-3 petits trucs où je me suis dit, j'ai besoin du replay quand même. Mais c'est merveilleux. Tu vas comprendre beaucoup plus vite quand on aura justement un exemple concret. Je te laisse gérer ça. Eh ben, c'est une bonne nouvelle parce que figurez-vous que voici le test de la semaine avec le jingle du test de la semaine. Et dans l'état actuel des choses, c'est la dernière fois que vous l'entendez. Mais rassurez-vous, c'est pas la fin de l'histoire. Jingle.
Mon petit Otaxu, la place est à toi, toute chaude. Et pour ma dernière, j'ai décidé de prendre un sujet où je vais me faire détester. Et je suis désolé, Mais comme à chaque fois, je veux dire. c'est comme ça. Je vais devoir aller très vite parce qu'il faut que je vous parle d'énormément de choses vu que ce GPU est extrêmement controversé. Et pour ça, il va falloir que je dose un petit peu. Mais quand même, pour vous donner un petit peu toutes les informations, c'est une carte qui est à 439 € disponible dès aujourd'hui. C'est la Founders Edition ici avec 8 Go de VRAM. Il y a une version 16 Go qui existe à 100 € de plus. Ne la prenez pas, ça n'a aucun intérêt. C'est beaucoup trop cher sur ce truc-là. Ce qu'il faut retenir en termes de fiches techniques, on parlera plus après. Bus 128 bits pour la mémoire. Mecha L2 augmenté à 32 mégabits qui est censé normalement combler ce genre de différence. Ce qui n'était pas le cas sur la 3060 à l'époque. Il y avait un bus 192 si je ne m'abuse. Ce qu'elle promet, c'est de la 1080p à plus de 100 fps, mais ça s'en tire bien également en 1440p, sachant que d'ordre général, on trouve effectivement les 100 fps ou plus, soit en DLSS 3 avec tout activé, soit sans DLSS, mais en enlevant le ray tracing. Sur les derniers jeux plus compliqués comme Hogwarts Legacy ou Jedi Survivor, on arrive plutôt à 80 fps sans le DLSS ou le FSR. En 1440p, on tombe plutôt dans les 60 fps de moyenne sans DLSS ou ray tracing. Je sais, c'est complexe, ou la porte du DLSS nous fait revenir à 80 fps. Ce qu'il faut voir avec tout ce que je viens de vous dire, vous avez les mesures précises sur jeuxvideo.com et sur ma vidéo, c'est que ça fonctionne très bien pour ces définitions-là. Maintenant, ce que je peux vous dire en termes de comparaison, c'est que dans mes mesures, en fait, on se retrouve avec une carte qui est sensiblement la même que la RTX 3070 de l'année dernière, sauf que c'est déjà une génération 30, c'était une génération sacrifiée par la pénurie, donc peu de gens y a pu y avoir accès. Mais en prime, nous avons le DLSS 3 qui est rajouté et la V1 pour la création vidéo. Et cette carte ne consomme que 160 watts, qui est 50 watts de moins que la plupart des trucs, et ce qui fait que vous pouvez économiser énormément d'argent en achetant une alimentation qui est moins grande, ou ne pas racheter une alimentation si vous êtes dans le cadre d'une mise à jour, d'une upgrade. Donc pour quiconque qui monte une config entre 1000 et 1200 € cette année, c'est la carte que je recommande. Problème étant qu'à la minute où je me suis mis à la recommander, il y avait controverse, et donc j'aimerais adresser plusieurs de ces points-là. Je sais que vous allez me taper sur les doigts, mais je m'en fiche. C'est un débat. Alors, c'est un débat. Il faut que les gens comprennent que tu as un avis et que de l'autre côté, il faut débattre tout simplement. simplement. On rappelle 439 €. Donc déjà, ça crie beaucoup sur le fait qu'on parle aujourd'hui de 1080p, alors que les cartes d'il y a 2-3 générations, quand on parle de génération de cartes, c'est généralement plus de 2 ans, c'est 3060, 2060, etc. On parlait sur le même tarif de 1440p. On me demande si je trouve ça normal qu'on achète, et la réponse est oui, c'est normal en 2023. Pourquoi ? Parce qu'il faut voir qu'on est aux 3 ans de la génération PS5 et Xbox One X, ce qui veut dire que les expériences cross-gen disparaissent. On arrive aussi à la fin du moteur Unreal Engine 4 au profil de l'Unreal Engine 5 qui est vraiment fait pour ces générations et qu'on a désormais intégré le ray tracing au cœur du développement des jeux, ce qui est plutôt un gros rajout. En prime, on essaie de comparer les performances des versions PC avec les versions console, sauf que les versions console utilisent la définition dynamique et changent constamment de définition en jeu. Sauf que si on regarde les derniers titres AAA où on essaie de dépasser du 60 fps, le rendu il est fait en quoi ? Il est fait en 1080p, ou alors c'est aussi entre 1080p ou 1440p. Et on est aidé à grands coups de FSR ou de toute autre technique d'upscaling, etc. Donc cette situation en plus, elle n'est pas neuve puisqu'elle est comme ça depuis la PS4 Pro. Sauf qu'après, selon les discours, il faut que moi je prenne en compte ou non le DLSS ou le FSR, il faut que je prenne en compte ou non le ray tracing ou pas. Dès qu'il y a comparaison, c'est ce genre de discours qui remonte. Tout le monde se comporte aussi comme si le DLSS ou le FSR c'était un logiciel qu'on installait sur une machine qui va magiquement doubler les FPS. Ça n'est pas le cas. Le DLSS 3, c'est la frame generation, et la frame generation, c'est les trucs qu'il y a physiquement sur la putain de carte pour que ça marche. Donc s'il vous plaît, c'est bien la carte elle-même qui fait le rendu. C'est une technologie matérielle, donc on le veuille ou pas, les OTA, c'est physique. Bref, ce que je considère aussi avec la RTX... Merci Cassim qui a fait le test aussi. Ce que je considère du coup aujourd'hui avec la RTX 4060 Ti, c'est que quelqu'un qui monte un PC en 2023 pour tenir la seconde partie des jeux consoles a tout intérêt à être non seulement sur la dernière génération des cœurs RT Nvidia, vu qu'ils sont clairement supérieurs à tous leurs concurrents et vont clairement être utilisés sur les prochains titres AAA. Et en plus, avoir la meilleure technologie d'upscaling, puisque c'est ce qu'on utilise aujourd'hui pour jouer aux jeux vidéo. Et le DLSS 3 n'a à l'heure actuelle aucun concurrent, puisque le FSR 3 n'existe toujours pas, et quoi qu'il arrive, les cartes RDNA 3 n'ont pas d'accélérateur comme l'ont sur le DLSS 3 ici. On est face à des cartes en prime, enfin plutôt à une carte et une gamme qui va viser des consommateurs qui n'upgrade pas à chaque putain de génération. Donc ça n'a aucun sens de comparer à la 3060 Ti, même si on a quand même, oh surprise, plus 15% de performance, en prime d'avoir les RT Core de génération 3. Donc si on est vraiment en train de parler des consommateurs qui vont acheter ces cartes, ça veut dire que c'est des consommateurs qui sont en RTX 20
2060. Une RTX 2060 qui n'avait vraiment pas de ray tracing, voire même plutôt une GTX 1080, où là, on aura effectivement du ray tracing en plus. C'est aussi des personnes qui vont devoir remettre à jour leur config quasiment intégralement. On parle de CPU, de RAM et de carte mère. Donc les apports face à ces consommateurs-là sont énormes, sans compter la conso en baisse qui occasionne aussi des gains financiers, non seulement sur l'achat ou non de l'alimentation, mais aussi sur la facture d'électricité. Et vous savez, cet argument de la consommation qu'AMD avait utilisé pour se comparer à la 4080 à l'époque en disant qu'il consommait 100 watts de moins. C'était génial à cette époque-là et maintenant ça l'est plus quand on parle de la 4060 Ti. Vous n'êtes pas cohérents les gens, bref. Et maintenant il y a les 8 Go de VRAM, ça c'est le vrai truc et c'est une vraie limite sur les titres qu'on observe, comme sur Jedi Survivor, Hogwarts Legacy ou encore The Last of Us Part 1 sur PC. Lorsqu'on parle de haute définition, on est généralement aux alentours des 4K. Sauf que d'une, faut pas oublier qu'on n'a pas un énorme pool de titres observés et que surtout ce pool est composé de versions PC claquées qui sont optimisées avec le YONF. On est en train de parler majoritairement de EA, de Warner Bros et de Sony, ces trois entités qui n'ont pas été foutues de réussir proprement un lancement de PC depuis des années sur absolument tous les titres. Mais ça fait partie d'un plus grand problème qu'il faut prendre conscience, c'est que les développeurs n'ont plus le temps d'optimiser pour le PC face à la complexification et l'augmentation du coût de développement. Dans la situation, on peut quand même avoir espoir à l'avenir sur l'optimisation supérieure d'Unreal Engine 5, sur ce genre de travaux, l'évolution des méthodes de compression ou au moins le fait de faciliter l'adaptation des assets, n'est-ce pas ? Tu as tout compris de cette phrase. Sidéré, même pas qu'il bafouille. Mais on le voit déjà, maintenant que Clou PC a été mis à jour il y a quelques semaines de ça, il passe 100 fois mieux sur des cartes à 8 Go. Ou alors on peut faire comme Nvidia et miser sur les assets boostés à l'IA, ce qui est une belle promesse pour le moment, mais on peut pas franchement compter dessus, donc faut aussi arrêter avec ces conneries. Toujours est-il que 16 Go de VRAM serait mieux, ça c'est un fait, sauf que la version 16 Go sera vendue beaucoup trop chère, elle n'a pas d'intérêt. Tout le monde crie au loup sur Nvidia en mode ils ont pas mis 16 Go de VRAM par avarice, mais si c'était une question d'avarice, AMD aurait un boulevard devant lui. Bordel de merde. Or, ce qu'on voit, c'est que la RX 7600 dont je vous ai parlé juste avant a aussi un bus mémoire de 128 bits mis sur un câble aussi plus large et intègre 8 Go de VRAM. Moi, ce qui me dit surtout ça, c'est que la situation elle n'est pas aussi simple que juste dire c'est un délire d'avarice et de cupidité, parce que sinon, pourquoi AMD qui a enregistré des bénéfices de malade sur ces dernières années n'aurait pas fait le choix d'enfin éclater Nvidia, ce qui est un peu son but sur le marché face à un tel boulevard? S'ils l'ont pas fait, à votre avis, c'est pourquoi? C'est potentiellement parce que ils n'ont pas le choix comme Nvidia. Donc 8 Go de VRAM sur ces définitions, à savoir 1080p et 1440p, on peut le voir comme un compromis acceptable. J'ai pas dit exceptionnel, j'ai dit acceptable pour les définitions qu'elle vise, tout en apportant une conso à seulement 160 watts, le support de la V1 et la nouvelle technologie DLSS3 qui n'a toujours pas de concurrence sur le marché. Encore une fois, est-ce qu'il y a des cartes en promo qui peuvent être intéressantes pour les jeux déjà sortis? Oui. Est-ce qu'on a moyen de faire des bons deals en occasion? Oui. Surprise, c'est le cas à chaque fois qu'il y a une putain de sortie de carte graphique. Donc oui, c'est un argument, mais ça n'est pas vraiment un argument. Donc je réitère ma recommandation, si on cherche à monter une config neuve entre 1000 et 1200 € en 2023, la RTX 4060 Ti est le bon cheval sur lequel miser. Voilà ce que j'ai un peu fait d'exprimer sur mon test vidéo, et ça, c'est my bad. Je prévois de faire un édito plus complet aussi sur tous ces points, parce que j'aime beaucoup votre débat, il n'y a pas de souci, en ce moment c'est plutôt cool, sauf que je le trouve complètement incomplet si ces points ne sont pas aussi soulevés en même temps que les autres. Si vous voulez voir mes mesures précises, c'est sur jeuxvideo.com et c'est sur YouTube, et c'est tout ce que j'avais à dire. En 30 ans de médias, j'avais jamais vu ça. C'est quelqu'un qui est à jeun et qui n'a pas pris de coke. Jamais. Ça va être allé. Ça m'avait un peu énervé. Lève la main. Ça fait 2 ans que tu l'attends. Il a fallu que je sois très précis. Tu te rends compte que tu n'as même pas bafouillé. Il y a des gens qui prennent des années de diction pour faire ça. Il y a des gens qui sont incapables de le faire, et toi tu l'as fait et tu as attendu la dernière émission pour le faire, alors que tu aurais pu le faire avant, alors qu'on aurait eu un tel succès qu'on aurait continué 10 ans cette émission. Je suis hors de moi. C'était génial. Franchement, c'est incroyable. J'ai jamais entendu un truc pareil. Tu es le Eminem du JDH. Ça fait 48 heures qu'on me pourrit sur YouTube. J'en avais plein le cul. Voilà. Désolé. Et on s'est même pas fait ban et tout. Moi, je trouve ça vraiment délicieux. On va pas faire les commentaires sur la vidéo, sur le replay. Je vais encore me faire pourrir, mais au moins j'ai dit ce que j'avais à dire. Non. Je pense que les gens vont admirer ta verve et vraiment voir que c'est quelque chose qui est sorti du fond du cœur et que tu avais envie de le dire. Et tu l'as dit, c'est un débat. Pourquoi est-ce qu'on pourrirait quelqu'un qui s'exprime? Moi, j'ai jamais entendu ça. Te dire franchement, je n'entendais pas moins que toi parce que je te connais et je me dis que quelque part c'est incroyable. Alors maintenant, parmi les choses incroyables, on va quand même attaquer une partie de l'émission assez différente de ce qu'on peut faire normalement, parce que là, officiellement, on a fini d'officier, on a fait nos petites chroniques et autres, et on va maintenant attaquer le moment où il faut quand même comprendre que c'était la dernière du JDH sur le média, le stream. C'est-à-dire que là,
au bout de plusieurs années, vous avez suivi ces émissions, c'est le moment où on va non pas tirer notre révérence, mais essayer de faire un petit bilan, un petit truc. Et pour faire un bilan, un petit truc, il faut d'abord savoir un truc important, notamment me concernant, parce que ça va me concerner. Moi, j'ai pris le GDH au fur et à mesure, c'est-à-dire qu'au début, c'était pas moi du tout. C'était pas moi qui étais là, je suis venu après, je me suis raccroché sur la merveilleuse diligence, j'étais à l'arrière, en train comme ça, de tenter d'égaler mes confrères. Mais au début, c'était pas ça du tout. Au début, il y avait des gens qui sont extrêmement talentueux, qui étaient ici, qui tournaient pas forcément dans ce studio, et qui sont toute l'histoire du GDH. Parce que le GDH, ce n'est pas que l'équipe qui est ici, c'est une histoire également, quelque chose qui a commencé il y a plusieurs années, qui est une histoire importante. C'est en fin de compte un rendez-vous de passionnés. Au début, on parlait beaucoup uniquement de cartes, de choses comme ça. Je suis arrivé, j'ai parlé un petit peu de choses différentes. Amandine est là, parle de choses différentes. Reza parle de choses différentes. Le Captain Web était également quelqu'un qui a apporté des trucs différents parce qu'on a essayé de faire évoluer cette émission au fur et à mesure par rapport aux commentaires, essayer de la rendre plus pluraliste, plus accessible quelquefois. C'est vrai qu'au début, quelquefois, je regardais le GDH, je comprenais 10 minutes à peu près, et c'était merveilleux. Mais en guise de happening, je vous propose maintenant de faire venir en plateau des gens qui sont une grande partie de l'histoire du GDH. Attention, il n'y a pas tout le monde, parce que tout le monde n'était pas disponible à ce moment-là pour venir nous voir. Ici, des gens sont encore en vacances, ou voilà, ils ne pouvaient pas venir et travaillent. Mais vous allez voir maintenant en plateau des gens, je suis un peu ému, il ne faut pas m'en vouloir, vous allez voir des gens qui vont venir et qui sont l'histoire de l'émission que vous regardez, dont nous sommes une partie du flambeau. Mais avant, il y a déjà quelqu'un de très très important qui ne peut pas être là, mais qui a eu la gentillesse de nous laisser un petit message tout mignon. Il s'agit de GK, qui est quelqu'un avec lequel j'ai commencé, moi ici, et donc j'ai beaucoup aimé, il m'a mis à l'aise tout de suite, c'est vraiment un mec génial, et voilà, c'était formidable. Voici le petit message vidéo avant d'accueillir nos invités. Allez, à toi. Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le journal du hardware. On est ensemble pour 1h45 de matos et de high-tech. Non, voilà, je vais arrêter parce que ça me fait trop mal au cœur. Bon, je voulais vous faire un petit bisou, je peux pas être là, j'aurais bien voulu venir vraiment pour cette dernière, vraiment, mais c'était impossible de me libérer. Donc, je vous fais juste un très gros bisou. Je pense à vous très très fort, c'est vraiment une émission qui va beaucoup me manquer, à la fois en tant que spectateur, et évidemment, je repense souvent quand même à cette période où je participais quasiment toutes les semaines au JDH, et ça a été vraiment... une de mes expériences professionnelles les plus chouettes, honnêtement, de toute ma carrière. Donc voilà, je suis très très content d'avoir participé à ça. Voilà, ça va me manquer de plus entendre Otaxou parler que de Chrome OS et de Linux pendant 1h45, de plus voir Pépé nous présenter des casques à 10 000 €. Voilà, ce genre de choses, quoi, de ne plus voir le Captain Web rigoler, se moquer allègrement du crowdfunding. Enfin bref, voilà, c'est plein de choses qui vont énormément me manquer. Après, je sais que voilà, vous êtes toujours là, vous êtes toujours dans le coin, et on reste en contact, et voilà, je vous embrasse très fort. Ciao. Et voici justement ces visages qui font une partie de l'histoire du JDH. Alors, on va laisser les caméras jouer un petit peu. Bien sûr, l'homme qui est ici, voilà, Max, qui est quelqu'un avec qui je travaille depuis 4 ans et demi et qui m'a apporté beaucoup de bonheur parce que je suis quelqu'un également de pas facile et qu'il faut me driver malgré tout. Hein. Et là, comme il est là, voilà, et j'ai eu de la chance d'atterrir au JDH presque par miracle, alors que c'est vrai, je le redirai après, au début, je rentre un peu dans ma life, mais quand on m'a dit, voilà, le JDH, le présenter, quand on sait que certaines personnes qui sont intervenues devant vous ont présenté, je me suis dit, est-ce que je suis capable de le faire ? Il y a Melinda qui est ici. Tu vois, moi j'étais là, j'étais chroniqueur, et j'ai dit est-ce que je peux ? Et surtout, voilà, et je me suis lancé. Voilà, c'est ça. Donc tu vas. T'as vu, c'est facile en fait. Hein. Rien n'est calme-toi. toujours fait, c'est jamais facile. Respectons également les créateurs quand même, Trunks, Daz, Voilà, tu vois, Yamato, Voilà, il faut les citer, c'est important. Pentaru évidemment. Penta, j'aurais aimé qu'il soit là aujourd'hui parce que c'est vrai que maintenant on va présenter un petit peu. Moi, je vais commencer par les dames. Melinda, avec qui j'ai Melinda. Melinda, moi je vais, c'est un peu compliqué, quoi. Mais je suis très, très content de vous voir là, parce que c'est très émouvant en même temps, parce que je vois des gens avec qui j'ai bossé, des gens avec qui j'ai commencé sur le JDH. Vous étiez là avant que j'arrive. Donc toi, tu as commencé à quel moment sur le JDH ? Oula, moi je suis arrivée en janvier 2019. Je me sens hyper vieille. Non, c'est vrai. Alors moi j'étais la dernière de la team précédente. Donc voilà, j'ai été appelée par Trunks un soir de décembre. La proposition la plus improbable. Et il y avait déjà cet homme-là avec moi qui était là, voilà, qui m'a accueilli
l'ami Chrono. Salut. Ça va? Ouais, ça va. Faut que tu te mettes ta main au Voilà. clergé, quoi. Oh là là. Elle est bien là. Je suis désolé, Alors, moi je suis là, je me lève. C'est dans le bureau. Je suis arrivé, C'est Va pas la falloir bonne qu'il émission, baisse. je crois. Mais non, voilà, donc il y avait Chrono, il y avait Yamato, il y avait Daz à la présentation, Pentaro, et j'ai débarqué qu'avec des gens que je ne connaissais pas en me disant, mon Dieu, est-ce qu'ils vont bien vouloir de moi? Parce que c'était un peu mon angoisse. C'était comme Voilà, Comme moi. et franchement, c'était super cool. C'était super cool, ça a été une super ambiance et ça a été une super expérience pour moi. Donc de me retrouver avec ces gens-là qui me parlaient un langage que je ne comprenais pas au début. Parce que voilà, il y avait Chrono, il y avait Pentaro et ses symposiums légendaires. Ça a été vraiment une aventure et je remercierai jamais assez Trunks de m'avoir proposé ça. Je me suis dit, je suis folle d'accepter et je suis hyper contente de l'avoir fait. Ça a été vraiment une super aventure pendant plus de 3 ans. Mhm. Non mais c'est merveilleux parce qu'en effet les gens qui nous regardent maintenant vont vraiment visualiser cette équipe et c'est-à-dire c'est pas uniquement le JDH, ce sont des êtres humains, c'est des gens qui se sont donnés avec quelquefois leurs angoisses, avec tout ce qu'ils avaient à dire, chacun de leur spécificité, parce que le truc qui est important c'est qu'au fur et à mesure on a rassemblé des gens qui avaient des horizons différents, ce qui a permis de faire des émissions construites mais avec des avis différents, avec des thèmes différents et tu te positionnais, moi mes plus grands souvenirs avec toi c'est quand tu parles d'Apple, quand tu parles de Google, mais non mais c'est vrai parce que tu as une telle maîtrise du truc que personne, moi je te le dis parce que tu es là et c'est pas de la flatterie, je pense qu'en France, il n'y a pas grand monde qui peut parler aussi bien de toi, de ces grosses boîtes américaines. Mais tu le sais. Et C'est c'est pas de je pense qu'il n'y a pas grand monde qui peut parler aussi bien de toi que ces boîtes-là. Je veux dire, c'est du délire, parce que la façon dont on parle et tu rends ça accessible et tu maîtrises. Moi, je me rappelle de séquences chez Frandroid, parce que tu as également resté chez Frandroid, Ouais. où tu arrivais à prévoir ce qu'il y avait dans la prochaine keynote, et tu te gourais pas. Je veux dire, uniquement avec le logo, il y aura ça dedans, il y aura ça dedans. Je vous dis qu'il y aura ça, 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 et tu finissais les phrases des mecs. Moi, j'ai D'ailleurs, jamais on vu va parler de la WWDC du coup qui aura lieu le. oui, mais C'est pas pour ça que je suis là. Je comprends pas. C'est pas pour ça que je suis là. elle sera pas là. Quoi. Donc merci Mélinda, merci d'avoir Merci, été de écoute, l'aventure. merci à toi. Ça a été quand même hyper fun, Ouais. toute cette aventure, franchement. Et voilà, il y a une petite partie quand même, vous vous rendez compte, de tous les gens qui ont fait, tous les visages Ouais. qui ont fait le JDH. Trunks, ça aurait été bien qu'il Ils était là parce que c'est Trunks aussi qui C'est qui m'a- clair, qui m'a je contacté. pense. C'est à cause de lui qu'on est tous là. C'est la cause est Faut le grave, dire. quoi. Je lui ai demandé, mais il n'y a pas. Ouais. Oh, Ouais, que ça a pas ouh. plu. Ouais, que ça a pas plu. Il est au 4e. Hein. Bon, alors, toi, mon petit chrono, t'es arrivé il y a Respectons les combien de choix des temps grands Parce que créateurs. tu t'es arrivé il y a combien de temps, toi Moi, je sur suis le JDH? arrivé, je pense que je suis arrivé au premier JDH. Quand C'était ça a commencé, je ne me souviens plus de la date, mais moi, j'étais là au début, je faisais partie des meubles avec Trunks au départ, Pentaro, Yamato. Au tout début, c'était ça. Après, il y a Daz qui est arrivé petit à petit, et puis après, ça a tourné. Puis moi, finalement, je suis resté pas mal de temps dans le JDH. La relique. Ah, je suis resté la relique du JDH pendant longtemps. Et finalement, moi, le JDH, c'est ce qui m'a donné pas mal d'opportunités par la suite. Par exemple, aujourd'hui, je suis chez Les Numériques. Et en fait, sans le JDH, j'étais encore condamné à être journaliste à TV5 Monde à parler de. Pourquoi condamné Condamné, il va être- Actualité. TV5 Monde, bonjour. Non, mais Les gars, non, on vous mais- aime, Allez, n'écoutez pas. J'ai adoré. Non, C'est j'ai censé être une adoré. belle émission sans N'écoutez- balles. hein. Voilà. Non, Ça, je j'ai dis adoré. J'ai adoré mes passages. Bien sûr, j'ai adoré mes 10 ans à TV5 Monde. Mais malgré Tu fais tout, tes armes. j'ai fait mes armes et puis ça m'a permis d'ouvrir mon esprit sur plein de choses. Par contre, tout ce qui est lié aux nouvelles technologies, aux jeux vidéo, à ce genre de choses, effectivement, si Trunks m'avait pas dit un jour, je suis allé chez Gamecult à l'époque, tout à fait par hasard, on discute, il me dit, ah tiens, ça te dirait de venir parler hardware? Je fais, bah ok, je suis venu et puis c'est parti, quoi. Mais vraiment, Trunks, on lui doit tous beaucoup, hein, parce Ouais. que c'était la base, quoi. C'est le papa de l'émission. C'est le papa de Je suis l'émission. sûre que dans le chat, ils le savent et ils l'ont réclamé à corps et à cri pendant longtemps. Parce qu'il y avait quand même un challenge, j'arrivais à mettre une émission comme ça sur Twitch. Il faut savoir que c'est assez rare comme concept, parce que Twitch, ça beau être actuellement, nous, on est sur une chaîne télé avec le stream, mais arriver à faire ça, bon, c'était l'idée de Et Trunks. Le concept original, quand même, le but, c'est quand même de vous faire économiser de l'argent. Ça, Alors, on a Avec des complètement gros mots. raté. Avec, c'est beau, quoi. avec des On a gros mots. complètement foiré le concept au bout de C'est- quelques temps. Mais Il y avait la team RSA et il y avait les autres. c'était la force clairement. du JDH. Il y avait la team comme moi qui proposait que des trucs hors de prix. Et il y avait la team RSA qui était là pour les Toi et bons. Pépé, quoi. Et Yamato, souvenons-nous de Yamato et ses attaches de câbles quand même, en cadeau de Noël. C'est ça le truc. Toi, Nanix, tu es arrivé au début, tu es arrivé à quel moment? Parce- Non, du tout. Je suis arrivé quand Max présentait. D'accord. Voilà. Salut. Donc j'ai vécu la transition Max, puis toi, et puis on m'a demandé de venir avec un profil de consommateur. Donc qui s'intéresse à la tech mais qui n'est pas expert. On dit Qui- Yankee. Hein, dans cette Voilà, émission. plutôt. Voilà. Qui aime acheter des produits mais qui n'est pas forcément expert pour tout ce qui va être spec, etc. Et puis ensuite on se souvient de cette séquence française. Je suis là pour faire gagner de l'argent. Du coup, tant pis, les Français, les Françaises vont perdre de l'argent. Du coup, tant pis pour eux.
chaque semaine, ils n'auront pas droit à leur bon plan. Mais en tout cas, non, c'était cool. C'était cool d'arriver. Alors, du coup, je profite de la présence de Chrono parce que ça me rappelle que quand j'étais exactement là et Chrono était à ma droite, putain, quand le mec te disait je suis pas trop d'accord avec toi, Nanix, t'avais la petite goutte de sueur en mode ça va être un débat. Bien argumenté, bien soutenu, mais c'était cool. Et ravi d'avoir fait partie de cette aventure en tout cas. Ah, c'est une belle aventure. Max, toi, je pense que bon, tout le monde te connaît, mais est-ce que tu as des anecdotes sur justement le JDH, toi qui étais là vraiment longtemps. Je demandais également à Melinda et à toi, vous avez été là dès le début. Est-ce que des anecdotes particulières, des challenges où c'était pas facile? Ah bah où c'était pas facile, c'était le lancement de la nouvelle formule où du coup j'ai dû animer parce que la passation entre l'ancienne équipe et la nouvelle, bon voilà, j'étais pas accueilli à bras ouverts, mais finalement, ça s'est fait tranquillement. Et puis surtout, on a réussi quand même à garder une équipe qui fonctionnait bien, qui, comme tu le disais, apportait des points de vue différents sur des sujets différents. Et l'émission, elle a tenu jusqu'au bout contre vents et marées. Et on a parlé de tellement de tonnes de produits. Franchement, c'est toi-même qui le disais d'ailleurs il y a une semaine ou deux, où tu disais quand même ça t'attristait que cette émission disparaisse parce que pour toi il n'y a pas beaucoup d'équivalents où on peut aborder vraiment dans le détail plein de points techniques sur autant de produits différents. Mais Max, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas d'équivalent? Regarde la table. Tu as des gens qui viennent de divers horizons. On a ce que j'appelle, et Melinda sait très bien de quoi je parle, une revue de presse. C'est-à-dire ce moment où tu as des gens qui viennent d'horizons différents, qui peuvent s'exprimer dans un endroit, avec des gens qui sont connus à droite et à gauche, qui viennent s'exprimer. On a donc, Melinda, tu peux dire où tu es maintenant, je pense, où tu... Ah oui, non. Voilà. Personne n'a vu ces secrets. Mais non, non, voilà. Mais moi, c'est aussi pour ça que j'avais quitté le JDH, parce que j'ai changé de maison et je suis passée chez BFM pour m'occuper de la tech et du gaming. Tu as une émission. Donc voilà, j'ai une émission maintenant. Je présente Multijoueur, qui est une émission jeux vidéo, et j'interviens sur tous les événements tech pour les antennes. Donc c'était sûr que j'avais un peu moins de temps. Mais je voudrais dire un truc qui pour aller dans le sens de Max, c'est dire que cette émission, faut pas oublier que cette émission est la dernière émission de la JVTV de l'époque. Et en fait, c'était la réussite de la fusion des deux chaînes. On est passé sur le stream. On sait, comme l'a dit Max, même avant que tu arrives, ça s'est quand même fait de manière assez compliquée. Mais olé, on va dire. Ouais, olé, mais finalement, on a gardé la même émission, on a gardé le même ton et on a gardé les mêmes gens avec d'autres gens du stream qui étaient arrivés, qui étaient une autre audience. Et ça enrichit aussi bien l'émission pour nous en plateau que pour les gens qui le regardent. Mon avis. C'était intéressant aussi pour nous d'avoir des nouveaux profils de gens qui regardaient, qui étaient moins des ultra geeks dans l'émission. Et je pense que cette émission était la réussite justement de la fusion. C'est pas pour rien qu'on était les derniers, bon sang. C'est important aussi de le signaler, tout ça. C'est l'héritage de la JVTV aussi qui avait atterri sur le stream et ça a très bien marché. C'est ça qui est important. Toi, Reza, tu as une expérience également avec nous, avec le JDH. Moi, on est tous ensemble, on est une famille. Donc, ton expérience est un peu plus récente. Tu as commencé quand? J'ai commencé, c'était cette année, c'était en septembre, Du coup, septembre 2022. Ouais. Moi aussi, je viens de l'équipe JVTV. Je suis arrivé en 2018 sur MPSTP avec Ken Bogard. Donc, je suis resté avec Ken et Trunks. Et après, on a eu du coup la fameuse fusion qui était un peu compliquée. C'était l'époque, c'était l'époque du western dans les couloirs. Hein. Ken, on aurait aimé l'avoir plus souvent. Ouais. Voilà. Donc là, la fusion s'est faite. On a eu d'autres émissions. On a eu MPSTP qui, malheureusement, au fur et à mesure, s'est fait un peu tuer. Mais il y avait le Lunchplay qui était là. Il y avait Starter. Et après, à côté, il y avait le JDH qui restait. Il y avait pas mal d'émissions. Et du coup, vous m'avez accepté dans votre rente pour parler un peu jeux vidéo. Donc voilà, c'est un peu mon expertise jeux vidéo. Les manettes, les sticks arcade et pas mal de périphériques liés à ça. Puis bon, ça se passe bien parce que Pépé est bienveillant. Donc tout va bien. Oui, mais c'est vous, hein, je veux dire, comme Max le dira, on sait très bien qu'un casting, ça porte également une façon de présenter une émission. Et moi, je suis rentré en plateau en ayant confiance. C'est-à-dire que tu l'as animé plusieurs fois aussi. Tu penses qu'aussi on a une confiance dans tes chroniqueurs, c'est plus facile pour toi. Tu es là, tu passes. C'est pas que tu passes les plats, c'est loin de là. Mais tu sais que ce qui va être dit va engendrer le débat. Tu peux avoir confiance dans tes chroniqueurs. Ils ont travaillé leur dossier. Regarde Amandine qui est là depuis peu de temps du Journal du Geek. Amandine, je vois qu'elle vient. Moi, j'ai aucune inquiétude. Je sais que le dossier est bossé, que ça va aller tout seul. Tu peux lui poser les questions, elle ne cale pas en cours de route. Amandine, merci. Quoi. Je veux dire, c'est. Puis il y a des sujets cool quand même. Il y a des sujets cool parce que Amandine, elle y va franco. Hein, c'est Madame Olé Olé. Il y a des sujets qui n'auraient peut-être même pas été abordés une seule fois. Et il y a des sujets que moi, je n'aurais pas fait. Et je te remercie de les avoir faits. Je pense que tu as vraiment rafraîchi un petit peu, voire beaucoup, le JDH sur un sujet où on n'allait pas.
tout simplement. Et c'est bien, justement, et c'est un truc qu'on va essayer peut-être, je le dis ici, on va essayer de faire en sorte que le JDH, ou peu ou prou le JDH, continue à vivre d'une autre façon ailleurs, parce que je ne veux pas croire que ce soit une fin, je ne peux pas l'imaginer. Il y aura toujours cette équipe JDH. C'est ça. On reste, de toute façon, on se revoit tous, toujours, donc il n'y a pas de raison que l'esprit JDH ne reste pas. Voilà, c'est exactement ça. Donc un petit mot maintenant, M. Otaxou, parce que toi aussi, on ne peut pas dire que tu es pris en cours de route le train, tu nous recevais déjà un petit peu avant, mais voilà, tu apportes tellement dans tes diatribes. Moi, en fait, c'est bête à dire, mais oui, les diatribes, ça c'est sûr, j'en fais. Je peux pas te l'enlever. Mais honnêtement, c'est une de mes plus grandes fiertés professionnelles parce que c'est une émission que j'ai regardée dès sa création. Où à la minute du premier épisode de vous voir sur le plateau, je veux participer à cette émission. Et j'ai passé des mois et des années à le vouloir. Il y a même eu des débats à l'époque, je pense que Cassim, tu t'en souviens, où j'aurais pu venir et j'ai pas pu, ou des trucs comme ça. Et ça a été une de mes plus grandes réussites professionnelles que d'être sur ce plateau, en fait. C'est indéniable pour moi. Du coup, de voir que ça se termine m'attriste, et du même temps, de voir qu'on a tous la même volonté, que ça continue, c'est pour moi quelque chose de puissant. On ne peut pas laisser tomber un truc qui est la tech, tout simplement. La tech sur Twitch ou la tech sur YouTube. On travaille tous ensemble parce que, comme Ida l'a dit, on se voit tous. Même, Cassim, je vais donner la parole quelques instants parce que tu es de Frandroid également, où a travaillé Mélinda pendant... Tu es resté 2 ans, toi ? 2 ans ? Ouais, 2 ans. 2 voilà. ans chez je Frandroid. les ai abandonnés comme vous, en fait. Mais c'est ça, tu es parti à un moment. Je suis vraiment une pourriture. Tu es parti pour T'inquiète, je les ai abandonnés aussi. C'est vrai que toi aussi. Pour avoir ton émission. Je l'ai au bout de 2 ans. C'était pas que pour ça, mais c'est vrai que je voudrais quand même dire un truc avant de laisser Cassim parler comme ça. De toute façon, il a été mon voisin de bureau pendant longtemps, donc il sait l'enfer que c'est d'être face à moi. C'est que moi, je dois beaucoup à cette émission. Très honnêtement, je vous le dis tous. Parce que si je suis aujourd'hui aussi sur une chaîne où j'ai été embauchée pour faire du web, certes, mais où je fais de la télé, c'est aussi parce qu'il y a eu cette émission qui m'a permis à moi d'apprendre aussi à faire de la télé. J'en faisais un petit peu avant, mais pas du tout comme ça en émission. Et je pense que ça a énormément contribué aussi à ce qu'on vient de me chercher. Donc voilà, je dis merci à tous ceux qui ont été là et qui m'ont accompagné et qui parfois, quand j'étais à la présentation, comme Pépé, m'ont fait des trucs pas croyables. Qu'est-ce que j'ai fait ? Des symposiums de 2 heures. Voilà. Mais voilà. Donc, et parce que aussi, j'ai appris, moi, venant de la presse généraliste, même si je suis tech, beaucoup de choses ici. Notamment avec les chronos Pentaro, Yamato et DAS d'antan, où parfois je les écoutais en disant mais je comprenais rien du tout. Les cartes graphiques sont devenues ma passion et les puces, les processeurs, grâce à des gens comme ça. Donc voilà, je voulais quand même vous le dire parce que c'est vrai, je vous dois aussi tous beaucoup aujourd'hui là où je suis. Je crois que c'est le meilleur compliment qu'on puisse faire. Parce que là, il faut que les gens se rendent compte qu'il y a vraiment une notion. On va te donner aussi la parole, mon petit Captain Web, parce que toi aussi, tu as une carrière en dehors. Toi, tu as commencé dans ta cave, je te connais depuis des années. Oui, voilà. moi aussi, je suis arrivé ici un peu totalement par hasard. Et après, j'y vais hebdo. Et donc, c'était quoi, il y a un peu plus d'1 an maintenant. Et effectivement, c'est un vrai plaisir déjà de bosser avec toutes ces équipes, qui c'est absolument génial, de bosser avec vous tous en tant que chroniqueurs. Ouais, effectivement, ça me change de ma cave qui n'est pas vraiment le même environnement d'un point de vue professionnel, on va dire. Mais en tout cas, c'est vraiment une super émission et j'espère qu'on va pouvoir continuer. On va s'arranger. Dans tous les cas. Oui, bonjour. Oui, bonjour mon petit Cassim. Je suis désolé parce qu'on essaye de faire parler tout le monde. Ça de passer à l'as. Jamais. En même temps, je suis arrivé il y a 3 mois. Je me suis glissé quand Mélinda est partie, en remplaçant justement, en profitant de ça. Mais non, mais c'est vrai que c'était une super aventure. Je suis assez d'accord avec toi sur le fait de pouvoir faire une revue de presse et de pouvoir venir de plusieurs rédactions différentes, justement, de pouvoir partager un peu les avis. Après, moi, on m'a fait venir surtout pour les vannes et pour le fait de réussir à couper Otaxou au milieu de ses diatribes. Donc, j'avais cette capacité-là. Pas facile, hein. Oui, c'est pour ça que ça s'arrête l'émission. Personne n'y arrivait. Personne n'y arrive. Hein. Voilà. Mais il a raison sur le test. Bref, non, mais sinon, oui, c'était une belle aventure. En plus, tu as fait le plateau d'en bas aussi. Oui. Toi, tu n'as jamais fait le plateau du premier. Toi, tu as fait celui du rez-de-chaussée, du moins 1. Moi, je suis passé du sous-sol au premier. Le premier. Nous, on a fait l'intermédiaire. Nous, on était à la cave avec Chrono. Il faut quand même se souvenir. On était à la cave. Et nous, on a fait moi, j'ai fait tous les plateaux. -1, ouais. Tous les plateaux en même temps, quoi. Je pense que c'est bientôt la fin. Oh là là. Mais est-ce que la régie peut venir en fait Pourquoi la régie ne vient pas? Faut faire venir la régie parce que sans eux aussi, il y a je suis très déçu. La régie peut venir s'ils veulent. Après, je sais pas comment. S'ils coupent le stream. Il faut les remercier. Allez, viens ici. Alors sans lui, c'était compliqué. Hein.
c'était compliqué parce qu'en chef d'édition, t'es formidable. T'as réussi vraiment à faire des émissions. La tenue de l'émission, c'est lui, les sujets, c'est lui. Donc c'est super important et il faut vraiment rendre hommage à tous les gens dans l'ombre. C'est un travail d'équipe. C'est extraordinaire. Il va nous Merci. couper. Il va nous couper. Au revoir. Bravo. Merci. Merci beaucoup. On est coupé ou pas?